On est tous d'accord pour critiquer cette numérisation de l'éducation, c'est-à-dire cette emprise du numérique, et donc cette emprise de cet outil du capitalisme sur l'école. C'est devenu un peu compliqué de tenir le discours qu'on tient, un discours critique sur le numérique. Par certains aspects, c'est devenu plus compliqué en 2020, quoi. J'ai toujours vu cette utilisation du terme continuité pédagogique comme un slogan pour qu'on plaque sur le réel pour l'empêcher d'exister, en fait. Parce que dans les faits, il y a eu une discontinuité énorme. Mais en fait, c'est symptomatique, c'est Blanquer, il est capable de raconter tout et n'importe quoi pour ne pas reconnaître qu'il s'est trompé. Enfin, là, on est ensemble, il s'est passé des choses entre nous qui ne seraient pas passées à distance, c'était pas possible. Y compris des choses qu'on mesure mal, mais qui sont de l'ordre de, presque de l'indicible, hein, toute cette communication non verbale, etc. Bon, bah ça, voilà, un ordinateur ne pourra jamais le remplacer. Et d'ailleurs, si c'était possible, il ne faudrait pas qu'il le fasse, quoi. Parce que c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est complètement subverti par les machines, quoi. En face, il y a les travailleurs, les travailleuses, nous, en fait, et on nous demande rarement notre avis. Anarchie sur toute la planète. Là, on est au degré zéro de la démocratie. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne? Ça permet de gagner du temps et de l'argent. Ta philosophe de France, moi mon Socrate habite le 9-3. Eh ben bravo la gauche. G-A-N-G. Bonjour à vous deux, bonjour Amélie, bonjour Christophe. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui sur Kawa TV pour un second passage. Vous aviez écrit en 2019, en octobre 2019, un livre qui s'appelle Critique de l'école numérique, sous la direction de Cédric Biagini, je crois. Ouais, c'est bien. Et donc, on vous reçoit aujourd'hui pour faire un état des lieux post-confinement, mais pas que, concernant la numérisation de l'école à tous les niveaux. Donc, on va en discuter. Première question, quel était le projet éditorial du livre lors de sa sortie? Pourquoi un S sur la couverture au mot critique, justement? Et qu'est-ce que l'école et qu'est-ce que le numérique? Ouais, alors c'est plein de questions en une seule. Donc le bouquin est sorti c'est bien ça, en octobre 2019, on en parlait à l'instant. Nous, on a participé en tant qu'auteur et autrice. Et en effet, alors la coordination, elle a été faite à la fois par Cédric Biagini et aussi par François Jarige. Bon, un peu par moi, mais de manière un peu plus marginale, on va dire. Et alors, on peut revenir en effet sur les différents mots du titre. On peut commencer par le S à critique. Ouais. Pourquoi un S? Tout simplement, tiens, j'ai un exemplaire du bouquin là, je voulais le garder. J'avais un effet comme ça physique. Hein, je sais pas si on voit bien sur l'écran, mais voilà, c'est déjà un gros bouquin, quoi. Donc déjà rien que ça, c'est un élément de réponse. Il doit y avoir 450 pages dedans. Et en fait, des critiques, il y en a tout simplement parce qu'il y a plus de 20 contributions. Donc en soi, ça fait une pluralité de voix, d'ailleurs des voix discordantes, par moments un peu contradictoires. Hein. Il y a certains textes avec lesquels on a de légers désaccords, des désaccords un peu plus importants. Mais ça fait partie du projet éditorial, hein, justement, qui est cette pluralité de voix. Pluralité aussi parce que ça porte sur différents niveaux de l'éducation, puisque ça va de la petite enfance jusqu'à l'université. Et puis également parce qu'il y a des différences dans la chronologie, on va dire. Il y a des textes assez anciens qui ont été retrouvés justement par Cédric Biagini, des textes qui datent du début des années 80. Et puis des textes qui portent aussi sur différents pays, donc des pays européens, aussi les États-Unis, un texte de David Noble sur les universités aux États-Unis. Donc pour toutes ces raisons, voilà, le S était tout à fait cohérent. Ensuite... l'école? Qu'est-ce que c'est que l'école? L'école, ouais. C'est compliqué. Alors l'école, la question est un peu ambiguë, mais je sais pas, ça peut être à la fois qu'est-ce que c'est que l'école dans le bouquin. Donc au départ, en fait, le tout début du bouquin partait notamment de deux interventions qu'on a fait dans un colloque d'une association qui s'appelle Technologos, une association qui est critique des technologies de manière générale. Et c'était censé porter sur l'enseignement secondaire. Et puis, à force d'avoir des contacts, Cédric Biagini a élargi le projet initial. Et donc, comme je l'ai dit à l'instant, ça porte depuis la maternelle jusqu'au supérieur. C'est en ça que aussi, donc c'est en ça que le terme école, il faut le préciser. Mais après, l'école, on peut en parler tout de suite, hein, mais l'école, évidemment, on tient pas non plus à en donner une vision, on va dire, idéalisée, puisque l'école moderne, telle qu'on la connaît, elle est issue des révolutions politiques, économiques, industrielles,
voilà, fin 18e, 19e, 20e siècle. Donc l'école, elle est capitaliste. Enfin, c'est un rouage du capitalisme. Et en soi, elle participe à la reproduction sociale. Elle a été pensée pour faire de bons ouvriers, en quelque sorte, hein, qui seront des petits soldats du capitalisme, et puis faire tout simplement aussi des citoyens qui seront des petits soldats pour la nation, dans les tranchées, etc. Donc, il y a évidemment cet héritage-là, et toujours aujourd'hui, l'école participe à la reproduction sociale, aux inégalités, et on en est bien entendu conscient. Mais il y a une contradiction, parce que l'école, c'est pas que ça. Et de toute façon, c'est une des contradictions du capitalisme, voilà, qui va avec toutes les autres, parce que plus tu éduques des masses, plus tu leur permets d'avoir accès à des connaissances, à construire une forme d'autonomie, plus tu les concentres aussi dans certains lieux, c'est un peu comme les usines finalement, tu finis par créer les conditions d'une prise de conscience anticapitaliste, on va dire, d'éventuelles révolutions. Et c'est aussi ça l'école, c'est-à-dire que dans l'école, c'est à la fois évidemment le côté normalisation, dressage, on va dire, mais il y a la possibilité d'une émancipation. Voilà, une marge de manœuvre en fait. Hein, c'est pas. Et nous, c'est en ça qu'on est attaché à l'école, plus précisément à l'école publique, c'est-à-dire l'école comme un bien commun. C'est très important de le préciser. C'est ce que je voulais dire, c'est que nous, dans ce bouquin-là, ce qu'on a essayé d'apporter avec d'autres, hein, c'est que pour nous, l'école, c'est d'abord et avant tout le service public d'éducation. D'abord et avant tout l'école publique. Mais pareil, de la maternelle à l'université. Voilà. Et pour ce qui est de la définition du numérique, alors ça, c'est c'est très compliqué parce que vous avez des tas de gens hyper savants qui s'écharpent sur la définition du numérique de nos jours. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on appelle numérique, c'est pas juste une question d'écran. En fait, ce serait peut-être presque plus facile de passer par ce que ça n'est pas. C'est pas juste une question d'écran, parce que de nos jours, y compris dans l'éducation, il y a tout un tas de choses numériques qui se passent d'écran. En fait, on n'a pas forcément besoin d'écran pour qu'il y ait du numérique. C'est pas juste des outils, hein, c'est pas juste des objets, voilà. C'est aussi tout un discours sur le monde, tout un discours sur le fonctionnement de la société, toute une façon de penser. Et donc c'est beaucoup plus large que des questions de matériel, de logiciel, de réseau, et en même temps c'est aussi une chose à ne pas oublier, que le numérique c'est pas immatériel justement, c'est des choses concrètes, c'est des data centers, c'est des réseaux, c'est de la fibre ou pas de la fibre justement, etc. Donc voilà, je sais pas si tu vas ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, c'est tout ça, c'est à la fois du matériel, des êtres humains, des flux, et c'est un changement global de société en fait. Et d'ailleurs dans le projet éditorial, il y a une réflexion sur le titre. Il aurait pu s'appeler Contre l'école numérique, mais il y a aussi l'idée on aurait pu utiliser le terme de numérisation. Voilà, parce que finalement, ce qu'on décrit ici, le numérique, c'est pas quelque chose de statique, un ensemble d'objets qui sont centraux et qui ont les dégâts environnementaux qu'on peut connaître par l'extractivité, etc. Mais c'est un processus anthropologique quasiment, civilisationnel, qui fait que ça dépasse simplement l'usage d'outils. C'est bien. Alors, on s'est un peu moqué de nous, il y a des gens qui ont critiqué la critique de l'école numérique, enfin les critiques, c'est logique, hein, ça fait partie du jeu, en partant de la pochette, parce que sur la pochette on a un lycéen, on va dire, qui est devant un ordinateur, en disant regardez, c'est truffe, il croit que le numérique c'est uniquement des écrans. Mais voilà, on est bien conscient qu'il s'agit bien d'enjeux bien plus larges que ça. Et finalement, c'est ça qu'on critique, malgré la pluralité des voix, on est tous d'accord pour critiquer cette numérisation de l'éducation, c'est-à-dire cette emprise du numérique, et donc cette emprise de cet outil du capitalisme sur l'école. Okay. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une idéologie à part entière, ou est-ce que c'est une composante d'une idéologie plus large, la numérisation et le numérique? Voilà. Non, bravo pour la question, hein, je te félicite. Alors les deux, on va répondre les deux. Non, c'est à la fois une nouvelle phase on peut dire que c'est une nouvelle phase du capitalisme. Voilà, on a parlé de révolution industrielle qui sont succédées dans le temps. Aujourd'hui, on parle
plutôt de différentes phases. Je ne sais plus quels les historiens aujourd'hui ce qu'ils utilisent trop comme terme, les spécialistes de cette question-là, mais on peut voir le numérique voilà, comme une nouvelle phase du capitalisme et comme l'idée qu'il y a de nouveaux marchés qui doivent s'ouvrir à travers le numérique, et notamment le marché éducatif. Mais c'est pas uniquement ça. Il y a aussi une certaine autonomie, malgré tout, du numérique et de l'idéologie numérique, quelque chose qui est très techniciste et qui pourrait exister en dehors d'un strict cadre capitaliste. De la même façon, par exemple, que le productivisme fait bien partie du capitalisme, mais a existé dans d'autres cadres, notamment dans le cadre soviétique, il y a bien eu un productivisme. On peut rapidement revenir sur vos spécificités, enfin vos spécialités dans chacun dans le livre. Sur quoi toi Amélie tu écris et sur quoi toi Christophe tu écris. Quel a été votre angle d'approche et le terrain que vous arpentez quoi. Alors, on a écrit deux chapitres différents dans le livre, sachant que par ailleurs, avant de contribuer à ce livre, et après d'ailleurs aussi, on a beaucoup travaillé ensemble sur ces questions du numérique et que les réflexions que Christophe a mises dans son chapitre ou que moi j'ai mis dans mon chapitre sont des réflexions qui partent aussi de tous ces travaux qu'on a fait soit tous les deux, soit aussi et beaucoup au sein de notre organisation syndicale et partagées avec des camarades, etc. Donc moi, je considère que le travail que j'ai fait, c'est un travail de mise en valeur de ce que d'autres, enfin d'un travail collectif en fait. Bref, donc moi mon chapitre il porte sur ce que le numérique fait au travail enseignant. Voilà, et il s'articule en fait en deux façons de voir les choses, une façon plus générale avec voilà les discours qui sont tenus sur le travail enseignant en rapport avec le numérique, enfin, tous les discours sur la transformation du métier, la transformation des pratiques, l'adaptation, etc. Un discours qu'on a entendu de manière exponentielle pendant cette année 2020. Notamment en fin d'année avec le Grenelle de l'éducation, ou des enseignants, je sais même plus comment il s'appelait le Grenelle des enseignants, le Grenelle des professeurs, enfin bref, cette espèce de foutaise là. Et dans le chapitre, j'ai essayé d'articuler ça avec mon parcours personnel, qui en fait explique pourquoi et comment je me suis intéressée à cette question. Parce que moi-même, depuis le temps que je suis professeure, j'ai été amenée à rencontrer différentes étapes de la numérisation de ma salle de classe ou de mon établissement. Et du coup, à expérimenter des innovations qui à chaque fois nous sont présentées comme absolument formidables, qui vont bouleverser le métier, qui vont le transformer radicalement. Et en fait, on s'aperçoit que on se heurte à des obstacles technologiques, à des innovations qui finalement sont pas si innovantes que ça parce qu'elles durent pas, à des objets qui sont obsolescents et pour lesquels on se forme et où en fait on s'aperçoit que finalement on aurait mieux fait de pas perdre le temps de s'y former parce que 5 ans après ils sont en panne et il faut passer à une autre technologie, etc. Voilà. Donc c'est toute une réflexion qui part d'une pratique et articulée avec une réflexion syndicale et puis qui essaye un peu d'analyser aussi des textes de rapports officiels, des discours sur le métier qui sont tenus par l'institution. Voilà. Ouais, et de mon côté, alors sur la EdTech, donc très rapidement, parce qu'on en a parlé dans la précédente émission, hein, je fais vraiment un résumé. Donc il s'agit ça doit s'appeler la EdTech à l'assaut de l'éducation nationale, quelque chose comme ça. Et donc déjà la EdTech c'est quoi? Donc c'est les industriels du numérique, tout simplement. Donc un ensemble d'acteurs privés. Donc il y a les GAFAM, il y a leur équivalent en France et en Europe comme Orange notamment. Et puis il y a aussi tout un tas de startups. Et ces gens-là forment un milieu qui est marqué par une concurrence interne, mais aussi par une vraie forme de solidarité. Entre eux, hein, ils ont des organisations patronales, ils ont des fonds d'investissement, il y en a un qui s'appelle EduCapital notamment. Donc il y a des millions et des intérêts qui sont quand même des intérêts convergents, puisqu'ils ont un projet tous, et ce projet, on en parlait tout à l'heure, c'est que l'éducation devienne un marché,
Il faut marchandiser l'éducation parce que on est dans cette nouvelle phase du capitalisme, parce que le capitalisme est toujours en crise. Donc voilà, il faut recréer de nouvelles parts de marché, de nouveaux marchés en soi. Et l'éducation apparaît comme un secteur à conquérir, puisque voilà, il suffit de regarder les chiffres. En France, on a 12 millions d'élèves, quelque chose comme ça. Il doit y avoir pas loin d'1 million de personnels, si on rajoute les parents. Rien qu'en équipement, le fait qu'on confronte des élèves à des environnements de travail au quotidien qui vont faire de futurs consommateurs. Enfin, tout ça, on sent qu'il y a des intérêts énormes en termes de captation de données. Bon, bref. Il y a de vrais intérêts économiques. Et donc, leur projet, c'est que l'éducation devienne encore plus qu'aujourd'hui, parce que c'est déjà le cas, évidemment, encore plus, de manière absolue, on va dire, un marché, et uniquement un marché. Et ce que je montre, enfin ce que j'essaie de démontrer dans l'article, qu'une forme d'enquête en fait, ce sont des choses, une fois de plus, qu'on a vues tous les deux. On voit tous les liens qu'il y a entre cette tech et puis l'institution. Notamment avec Blanquer, mais ça a commencé bien avant, des plans informatiques, il y en a depuis les années 80, voilà, sous Fabius, il y a déjà eu un plan informatique pour tous, je sais plus trop son nom là, et puis ils se sont succédés depuis, et c'est des millions, des dizaines de millions qui sont investis dans le numérique par les institutions publiques, aussi bien au niveau du ministère qu'au niveau des collectivités, même par les établissements aussi. Et puis il faut rajouter à ça tous les partenariats publics-privés dont sont fans nos gouvernements depuis un long moment, voilà, depuis au moins Najat Vallaud-Belkacem au ministère de l'Éducation nationale, mais sans doute avant. Parce que c'était elle qui avait signé le fameux contrat avec Microsoft. Ouais, tout à fait. Donc il y a un véritable soutien et que Blanquer a répété à nombreuses reprises. On parlait d'Éducapital, le fonds d'investissement, donc voilà, on avait vu Blanquer s'est rendu au moment donc au lancement médiatique de ce fonds d'investissement, en se présentant lui-même comme étant la porte d'entrée des intérêts de la tech dans le ministère. Donc voilà, ça se traduit dans le discours, ça se traduit dans les faits, avec réellement des millions qui sont investis, qui sont très difficiles à estimer. Je me souviens, vous aviez abordé la question, et alors la Cour des comptes a fait des estimations de l'ordre de plusieurs millions, je sais plus, 4-5 millions, quelque chose comme ça, mais c'est sans doute beaucoup plus important que ça, parce qu'il y a une fois de plus qu'il y a les investissements à tant d'échelles différentes, tant de niveaux différents, que ça rend les choses très difficiles à lire. Moi, je pense par exemple que quelque chose qui est... Alors, c'est facile à chiffrer, par exemple, dans le budget d'une collectivité territoriale, combien d'argent elle a dépensé pour le numérique éducatif au niveau d'une région ou d'un département, d'une commune. C'est assez facile, c'est fléché dans un budget. C'est assez facile. En revanche, tout ce qui relève par exemple de l'autonomie budgétaire de l'établissement scolaire qui choisit ses équipements un peu comme il veut, en respectant un certain nombre de règles comptables évidemment, mais par exemple quand un établissement choisit d'acheter la suite Microsoft, quand un établissement paye son Pronote, ce qui est un logiciel de gestion de vie scolaire, etc. Ça, je suis sûre que je suis sûre que la Cour des comptes elle peut pas le quantifier par exemple. Parce que c'est fondu dans la masse budgétaire de l'établissement, et je suis à peu près persuadée que c'est pas possible de quantifier, quoi. J'ai une petite dernière question avant de passer au vif du sujet. Sur le livre, est-ce que depuis l'apparition de l'ouvrage qui est sorti il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, presque 2 ans, est-ce qu'il y a eu des retombées directes sur votre quotidien d'enseignant ou de syndicaliste ou de citoyens? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce qu'il y a eu une répression administrative pour employer des grands termes qui font peur? Ce que ça nous a apporté, beaucoup de thunes. On a gagné beaucoup d'argent. Non, moi j'ai vu que des retombées plutôt positives, c'est-à-dire plutôt grâce au bouquin, la possibilité d'aller en parler, par exemple dans des librairies, ou invité par des associations, invité par des camarades de certaines organisations syndicales, invité, des tas d'endroits pour des débats avec des citoyennes et des citoyens, donc plutôt des choses positives, même si ça a été aussi coupé dans son élan, toute cette organisation de débats et de rencontres par la crise sanitaire l'année dernière.
puisque le livre est sorti à l'automne 2019. On avait des choses de programmées pour le printemps 2020, par exemple, qui ont été annulées. Puis du coup, après, bon, on en reparlera, mais c'est devenu un peu compliqué de tenir le discours qu'on tient, un discours critique sur le numérique. Par certains aspects, c'est devenu plus compliqué en 2020. Quoi. Par d'autres, non, mais enfin, on y reviendra après, je pense. Bon, en termes de répression, non. Non, mais on peut encore critiquer l'école de la alors, là, on parle de notre cas, parce qu'évidemment... Après, moi, je sais pas ce qu'il en est pour les autres contributeurs, contributrices de l'ouvrage, mais d'un autre côté, nous, on est... Comment dire moi, je me suis toujours exprimée à diverses occasions sous mon nom, sans jamais réclamer l'anonymat, parce qu'en tant que militante syndicale, j'estime que c'est normal et que j'y ai droit et que voilà. Et puis peut-être parce que je suis militante syndicale, je connais mes droits et je sais qu'on ne peut pas m'empêcher de m'exprimer à partir du moment où je respecte ce qu'on appelle le devoir de discrétion professionnelle. Hein. Donc du coup, sur ce sujet-là comme un autre... Non, mais de la répression, il y en a forcément, parce que la loi pour l'école de la confiance, qui porte extrêmement mal son nom, elle est en partie pensée pour ça, son article 1. Il y a notamment des profs des écoles qui sont dans la tendance freinée, on va dire, qui ont des problèmes actuellement. Bon, de toute façon, ça avait commencé avant Blanquer, donc ça c'est une réalité. En ce qui nous concerne, nous, on est sans doute en effet protégés par notre bouclier syndical, notre appartenance syndicale. Et puis aussi, il faut, alors c'est facile à dire quand on n'a pas été emmerdé, mais il faut continuer à le faire, il faut continuer à la critiquer, à visage découvert en quelque sorte. Enfin bon, là on a un masque, mais avec son vrai nom, parce que souvent, voilà, quand des journalistes nous contactent, ils nous demandent si on veut témoigner avec notre vrai prénom, notre vrai nom. Il y a une vraie méfiance qui s'est instaurée, alors envers les médias et puis envers l'institution, qui font que beaucoup de nos collègues veulent témoigner, mais pas à visage découvert. Ils veulent pas que leur nom sorte. Ok. Question très naïve pour commencer. Est-ce qu'on aurait pu assurer la continuité pédagogique sans le numérique ? Alors, déjà premièrement, on n'a pas assuré la continuité pédagogique. Enfin, moi, c'est un terme que moi, ce mot dès le départ m'a révulsée parce que, en fait, j'ai toujours vu cette utilisation du terme continuité pédagogique comme un slogan pour qu'on plaque sur le réel pour l'empêcher d'exister, en fait, parce que dans les faits, il y a eu une discontinuité énorme. Enfin. Et dans les faits, même avec le numérique, il y a des tas de gens qui n'ont pas pu continuer à suivre à distance pour les raisons qu'ils n'avaient pas les appareils qu'il fallait, ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas les dispositions familiales, ils n'avaient pas la bonne connexion avec le bon débit, etc. Donc c'est même pire que ça, en fait, c'est enfin, Christophe, il en parle mieux que moi, c'est le fait qu'il y ait des moyens numériques nous a empêchés de réfléchir à d'autres façons de faire, en fait. Mais je vais te laisser peut-être développer cette idée. Bah, non, tu peux faire. Non, vas-y, c'était ton idée. Oui, non, voilà, le fait que ça soit présenté comme dans ce cadre de crise, on a tout de suite fait appel au numérique, en fait. C'était extraordinaire chez Blanquer, hein, parce que c'était à un jour de distance. Il y a eu un jeudi, là, où je sais plus quel jour, là. Il nous annonce le jeudi matin, la fermeture des écoles n'est pas envisagée. Et puis il y a le discours de Macron. Et dès le lendemain, il dit, nous sommes prêts, par la grâce du numérique, quoi. On va commencer dès lundi, bim, c'est bon, c'est prêt, quoi. Et ce recours magique là au numérique, on pourrait y revenir, hein, c'est l'idée de solutionnisme numérique, hein, l'expression n'est pas de nous, mais ça fait écran, littéralement. Le numérique fait écran, pour le coup, à pouvoir penser des alternatives qui soient non numériques. Et comme il y avait ce recours-là, plutôt que de penser à, je sais pas, un autre aménagement de l'espace, comme ça a été fait ensuite en mai-juin d'ailleurs, parce qu'on est retourné dans d'autres conditions, avec d'ailleurs les taux d'incidence, je sais pas quoi, je ne maîtrise pas ces termes-là, ils étaient finalement bien moins élevés l'année dernière qu'ils le sont aujourd'hui, et on nous annonce une reprise là très bientôt, quoi. Donc
on aurait pu réfléchir à tout ça. Bon, à la rigueur, bon, admettons, tout le monde est pris de court en mars-avril, voilà, bon, le numérique, il est là, quoi. Mais au niveau du SNES, et puis voilà, enfin, dans des articles, des trucs comme ça, mais ça fait un moment que nous, puis plein d'autres personnes, on dit, directement au ministère d'ailleurs, hein, mais il faut penser une école qui puisse résister à ce genre de situation, parce qu'il y aura d'autres pandémies. Bon, alors déjà, non seulement celle-ci, elle dure, mais il y en aura d'autres, puis il y aura d'autres crises, des crises écologiques, etc. Donc, il y a un moment, il faut se poser là, et se dire, bah, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, c'est des potentialités, évidemment, on n'en sait rien, hein, c'est pas écrit d'avance, mais il y a quand même une probabilité de crises multiples qui arrivent, donc il faudrait prendre le temps de réellement parler. Qu'est-ce qui peut se passer, par exemple, en termes climatiques? Qu'est-ce qui se passe si on a un mois de mai, juin, où il fait déjà 45 degrés, quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans les écoles, quoi? Et pas attendre que ça nous tombe dessus, et que là, on soit en train de cuire littéralement. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ferme parce que on met de l'eau, on met les clims, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Donc voilà. Et ça, on ne pense pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, de toute façon, il y a le numérique. Bah, on ferme tout, on les met à la maison, tout ira bien. C'est la solution facile. Voilà. En fait, des moyens de continuer l'école à distance sans utiliser le numérique, on a été obligé d'en trouver quand même au fur et à mesure parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'on était dans l'illusion par rapport au fait que le numérique fonctionnait, que toutes les familles y avaient accès, etc. Et y compris quand les familles étaient connectées, on s'est rendu compte, pour ceux qui n'en avaient pas pris conscience encore, que c'est pas parce qu'on est connecté qu'on s'en sort avec le numérique et pour faire ses devoirs, pour suivre, et puis c'est pas parce qu'il y a un ordinateur pour papa, maman en télétravail et 2 enfants en école à distance qu'on arrive à s'en sortir, quoi, parce que voilà. Et donc au fur et à mesure, il a fallu aussi se dire que on essaye par exemple dans le fait d'envoyer du travail aux élèves, d'essayer d'envoyer le moins possible de choses à faire avec l'outil en question, quoi, d'envoyer des choses qui pouvaient être faites sans écran, sans téléphone portable, sans tablette, sans ordinateur. Où à ce moment-là, l'outil de communication servait juste à prendre connaissance du travail à faire et après on essayait d'avoir des choses à faire. Il y a eu des témoignages, il y a eu pas mal de témoignages dans ce sens-là. On a redécouvert les vertus du manuel papier en fait. On s'est rendu compte que finalement c'était bien d'avoir un manuel papier, quoi, parce que ça permettait de se sortir les yeux et la tête de l'écran et de faire d'autres types d'activités et voilà. Enfin, ou même simplement, nous on est profs d'histoire géo tous les deux. Faire dessiner des cartes, faire dessiner des schémas, voilà, ça permettait aussi de faire des activités sans utiliser ce matériel qui finalement soit n'était pas assez bien connecté, soit n'était pas en nombre suffisant pour toute la famille, etc. Ça me renvoie à quelque chose que quand j'ai relu ton passage dans le livre où bon là la solution c'est le numérique, mais tu dis aussi quelque chose d'intéressant. Tu dis même les méthodes qui ne nécessitent pas forcément de numérique ou d'outils numériques sont racolées au numérique et à leur adaptation par le numérique. Tu donnes l'exemple du travail collaboratif où tu dis mais en fait on n'a pas besoin de numérique pour faire du travail collaboratif, mais les réflexes aussi sont technologique et donc d'utiliser ces choses-là alors qu'en fait ça existe depuis bien longtemps. D'ailleurs quand on a retrouvé nos élèves ensuite, ils ont retrouvé ce plaisir de faire des trucs non numériques justement. Ils en avaient ras-le-bol. Mes élèves en septembre, là, ils étaient super contents de faire des trucs du style faire une affiche ensemble, dessiner une affiche ensemble, faire voilà des choses où on prend une grande feuille de papier et on écrit tous dessus et des choses pas du tout numériques mais qui les intéressaient, quoi. Hein. Je vous avais posé une question sur la numérisation. Est-ce qu'elle intensifiait la dégradation de l'école? Et vous replaciez ça dans un contexte plus large en disant que c'était pas en soi le numérique ou la numérisation qui désinvestissait l'école publique, mais que c'était une étape d'un phénomène plus large de désinvestissement. Et
à la fois le numérique coûte, mais j'ai noté là le numérique comme investissement pour désinvestir l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Tu vas répondre. Tu peux commencer, je sais pas, c'est comme tu veux. En fait, c'était l'idée que le numérique, c'est des coûts cachés souvent. En fait, on se rend pas compte de tout ce que ça coûte parce que, comme on le disait tout au début, c'est plein de dépenses de différents acteurs, en fait. Donc du coup, on n'arrive pas trop à quantifier, à se rendre compte. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que ça permet de faire des économies. Par certains aspects, ça permet de faire des économies. En préparant l'émission, je t'avais donné comme exemple c'est ce collège de Lyon, là où ils leur ont annoncé que l'année prochaine, en 5e, ils auront un groupe d'élèves qui va commencer l'espagnol en 5e, un groupe de 40, et ils auront cours en visio à 40. Bah oui, parce que en visio à 40, pourquoi pas quoi. Alors que ça viendrait à l'idée de personne de foutre 40 gamins de 5e pour commencer une langue vivante à 40 dans une salle de classe quoi. Voilà, donc l'exemple, ça c'est un bon exemple de comment on peut faire des économies en utilisant un outil numérique. Mais d'un autre côté, mais sur les dépenses, c'est un peu plus vicieux que ça, parce qu'en fait, c'est pas... Ce qui est désinvesti, c'est l'école publique en soi. Ouais. Mais finalement, les dépenses publiques, elles sont toujours importantes, elles peuvent croître même, mais c'est juste qu'elles vont à un endroit différent. Et elles vont vers des intérêts privés, des écoles privées, des opérateurs privés, etc. Et en fait, voilà, c'est un déplacement en fait. Un déplacement en fait. Donc ça ne veut pas dire que ça va coûter moins cher. Hein. Ça se trouve, le budget d'éducation nationale, il va continuer à augmenter. Mais sauf qu'au lieu je sais pas, de réparer les trous dans les plafonds, etc., il va aller par exemple dans les poches de la EdTech. Voilà. Donc... Et c'est comme la santé. La santé aux États-Unis, qui est largement aux mains du secteur privé, elle coûte pas moins cher. Elle coûte beaucoup plus cher qu'en France. Les dépenses de santé sont beaucoup plus élevées aux États-Unis qu'en France. Mais elles vont dans les poches d'entreprises privées largement, quoi. Et une fois de plus, mais c'est là, ça renvoie à ta question tout à l'heure, est-ce que c'est une idéologie en soi, est-ce que ça fait partie d'une idéologie plus vaste? Voilà, une fois de plus, c'est les deux, mais parce que cette volonté de détruire l'école, elle pourrait exister sans le numérique. Hein. Le numérique, c'est un des leviers, on va dire, pour le faire. On le voit avec, dans le lycée, par exemple, il y a une double réforme là, au moins, réforme des lycées, réforme du bac, enfin des bacs même. Et puis en même temps couplé à la réforme du supérieur avec la généralisation de la sélection dans l'entrée dans toutes les filières, quoi, avec Parcoursup. Et tout ça, ça nous dessine une école qui est encore plus une école du tri social, de manière très violente. Hein. Enfin, franchement, de toute façon, cette politique est globalement extrêmement violente. Et le numérique, là, sert d'outil. En quelque sorte, pour le coup, c'est vraiment un outil, dans le cadre de cette politique-là. Donc, par exemple, Parcoursup, c'est les algorithmes. Ça permet de faire des algorithmes, une sorte de machine aveugle, là. Et d'ailleurs, non seulement elle est aveugle, en quelque sorte, mais en plus, c'est très difficile de mettre l'œil dessus, puisqu'il y a une partie des algorithmes auxquels on n'a pas accès. Mais voilà, là, c'est vraiment au service d'une idéologie, qui est une idéologie néolibérale, on va dire, au sens où l'entend Barbara Stiegler, par exemple. Mais c'est pareil pour ce qu'on appelle le New Public Management, l'application de ces règles de management au secteur public et au service public. En fait, on voit les deux choses avancer ensemble, c'est-à-dire la numérisation du travail au quotidien, des activités des fonctionnaires, et je parle pas que des profs en fait, et la numérisation des services publics, du point de vue des usagers aussi, et cette espèce de gestion managériale où il faut être efficace, etc. Mais pourquoi? Parce que les outils numériques permettent de recueillir des données, donc de quantifier, on a des choses quantifiables, donc ça on aime bien en termes de management, on aime bien pouvoir quantifier les choses pour pouvoir dire à un tel, toi t'es efficace, toi t'es pas efficace, donc c'est super, évidemment que le management et la numérisation c'est les meilleurs amis du monde, quoi, parce que voilà. La surveillance aussi, parce qu'évidemment pour veiller à la productivité des travailleurs et des travailleuses, il faut pouvoir les surveiller. Donc évidemment que par exemple
C'est plus facile de surveiller l'activité des profs à travers un ENT, donc un espace numérique de travail, que autrefois, quand il fallait, je sais pas moi, pour savoir ce que les profs faisaient, il fallait écouter à la porte de la salle de classe, et puis il fallait aller lire un par un tous les cahiers de texte papier, alors que là, de chez soi, on peut cliquer, quand on est chef d'établissement, regarder tous les cahiers de texte, on a un coup d'œil, c'est sûr que c'est une facilité. C'est voilà, ouais, c'est plus facile. Et on le sait que c'est fait. On le sait. Tu quantifies les temps de connexion. Tu fais des graphiques sur le nombre de connexions. Enfin voilà, tout ce qu'on peut faire. On fait des graphiques sur le nombre de fois où on a bien fait l'appel et le nombre de fois où on a oublié de faire l'appel. Voilà. Et ça, c'est un truc vertigineux, mais qui peut être, pour le coup, c'est une arme que certains collègues et certaines collègues, hélas, utilisent pour contre les élèves, en fait. Contrôler les élèves. Pour contrôler les élèves et puis les familles aussi. Hein. C'est en disant, bah voilà, combien de fois vous avez regardé vos devoirs, à quelle heure vous me l'avez envoyé, voilà. On peut sortir. Ça ne sert pas que à l'institution, ça sert à toutes les formes de domination. Et d'endosurveillance, d'endocontrôle, et puis de... Ouais, puis là, par exemple, sur les périodes d'école à distance, des demandes du type vous faites l'appel, vous vérifiez qui s'est connecté, etc. Enfin, c'est des trucs qu'on devrait se refuser à faire. Parce qu'en plus, flicage, quoi. Ouais, du flicage, puis en plus des choses qui, en termes juridiques, sont absolument en dehors des clous, parce que pour nous, faire l'appel, c'est un acte administratif. Ça veut dire que quand on fait l'appel, on certifie que les élèves sont sous notre responsabilité, puisqu'on a constaté leur présence avec nous, donc ils sont sous notre responsabilité. Donc on ne peut absolument pas accepter de faire l'appel quand on est à distance, parce que par définition, on ne sait pas qui est là, qui n'est pas là, et puis à distance, les élèves ne sont pas sous notre responsabilité, c'est pas possible. Donc on nous embarque en même temps, notre propre institution, en nous faisant ce genre de demande, nous embarque en même temps dans des trucs qui sont à la limite de la légalité, qui peuvent nous mettre en situation difficile, quoi. Et qui sont injustes socialement, parce que on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, l'accès à Internet, la qualité de l'accès, ça dépend. Ça dépend du matériel, de l'espace qu'il y a, des personnes qui peuvent t'accompagner quand tu es chez toi, enfin du capital culturel et économique en fait, hein, pour le dire vite. Donc ça se superpose à... Puis il y a des arbitrages qui se font dans les familles. Moi je vois bien, si dans une famille il y a à la même heure, au même moment, il y a deux gamins qui ont des visios et il y en a un qui est en 6e et l'autre il est en 3e ou en terminale avec un enjeu d'examen, etc. Les parents, s'ils doivent arbitrer, ils vont dire tu laisses l'ordi à ton grand frère ou à ta grande sœur parce que c'est plus important. Ou même, il va y avoir des arbitrages en fonction de l'importance qu'on accorde à telle ou telle matière. Ton frère ou ta sœur, il a un cours de maths en visio, toi c'est juste ta prof d'histoire géo, c'est bon, les maths c'est plus important. Non mais c'est vrai en plus, y compris des professeurs pour avoir ce genre de discours. Hein. Donc j'imagine les parents d'élèves et les élèves aussi. Quoi. Ça aligne par le bas les donc il y a plein de raisons pour lesquelles des élèves peuvent ne pas pouvoir se connecter à une visio. Quoi. Donc ces histoires d'appel et de flicage effectivement sont... Après, qu'on soit préoccupé, qu'on fasse attention à ne pas perdre des élèves et qu'on recense les élèves qui se connectent pas parce que il faudrait essayer de voir pour quelles raisons ils se connectent pas, etc. Donc plutôt dans une perspective de mieux comprendre leur situation, d'accord, ça c'est normal et on le fait. Mais si c'est juste du flicage, non, ça n'a pas de sens. Donc sur l'efficacité du numérique, on a quand même un bel exemple de dysfonctionnement qui peut arriver. Le 6 mars 2021, on a le premier jour de l'école à distance au niveau national, parce qu'on a 3e confinement. Et un grand nombre de serveurs de l'éducation nationale sont en blackout à cause d'une surconnexion. Et Blanquer parle d'une attaque informatique. Pourquoi? Je sais pas, est-ce que c'est un comique peut-être Non, on a pensé à une blague. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai cru que c'était une blague en fait. Mais maintenant, il ose vraiment tout, quoi. Alors après, des attaques étrangères, il y en a. Il y a sans doute des collégiens qui savent tripatouiller un peu, voilà. Et puis, pourquoi pas des collégiens russes en colère. Voilà. Non, mais ça paraît quand même abracadabrantesque cette explication. Mais derrière, il y a, en fait,
En fait, c'est politique. En fait, c'est tout le discours de Blanquer et de ce gouvernement. C'est plein de choses à la fois. Ces gens, ils sont dans une forme de toute puissance. Ils peuvent pas reconnaître un échec. Ils ont été formés comme ça. Ils sont dans des écoles où c'est l'élite et même leurs profs, ils s'écrasent devant eux de toute façon. On leur a toujours appris la toute-puissance, l'idée qu'ils peuvent tout faire et que le monde il est à leur portée. Donc à tel point que le réel n'a qu'à se plier à leurs exigences, finalement à leur discours. Donc ils continuent à tenir le même discours comme ça, en faisant des parades. En plus, dans la même journée, il a multiplié les parades. Hein. Il a dit que il a inventé d'autres trucs. Et il a inventé un truc comme quoi pour les ENT, pour le fait qu'il y avait plusieurs ENT qui étaient en rade. Ouais. Sachant que les ENT en général sont gérés par les régions, les espaces numériques de travail. Il a dit oui, ça doit être à cause de l'incendie qu'il y a eu chez OVH à Strasbourg. Là. Et le patron de VH a répliqué dans la journée en disant mais non, mais c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir, c'est pas nous qui hébergeons les ENT en question, etc. etc. Alors, voilà. Un ministre qui superpose les fake news pour en plus pour justifier quelque chose qui n'est en soi pas de son ressort à lui quoi. Alors après ça a été la deuxième étage de sa réponse. Le deuxième étage de sa réponse ça a été de parler des tuyaux en disant que voilà c'était pas l'éducation nationale puisque l'éducation nationale n'était pas responsable des tuyaux. C'était les collectivités qui n'avaient pas fait leur boulot, qui n'avaient pas anticipé. Et pour le seul organisme vraiment dépendant de l'État, le CNED, donc il est allé chercher cette histoire d'attaque en déni de service là. Voilà, parce que là, pour le coup, ils pouvaient pas renvoyer ça sur une collectivité. Le CNED, c'est vraiment l'État, donc si ça fonctionne pas, c'est vraiment la faute de l'État. Donc il pouvait pas trop se cacher derrière son petit doigt. Donc il est allé chercher les histoires de hackers là. Mais en fait, c'est symptomatique. C'est Blanquer, il est capable de raconter tout et n'importe quoi pour ne pas reconnaître qu'il s'est trompé. Enfin, il a quand même, depuis un an, il passe quand même d'un extrême à l'autre en termes de discours, toujours pour justifier sa politique du moment. L'année dernière, il y a un an exactement à la même époque, il était en train de nous expliquer que la continuité pédagogique c'était formidable, ça marchait super bien, qu'on était hyper performant, que la France était un modèle dans l'enseignement à distance, reconnu dans le monde entier, etc. En septembre-octobre de cette année 2020, il nous explique que non, c'est catastrophique, l'école à distance, ça a été vraiment catastrophique, une horreur, il faut jamais revivre ça, il faut pas que les enfants aient à nouveau de l'école à distance, il faut maintenir à tout prix les écoles ouvertes, il faut que les enfants aillent à l'école parce que c'était horrible vraiment, on a perdu les élèves, les inégalités se sont creusées. En fait, il raconte exactement l'inverse de ce qu'il a raconté 4-5 mois plus tôt. Et puis, il y a 10 jours, il y a un sénateur qui lui pose une question, alors des questions au gouvernement au Sénat, qui critique en fait la continuité pédagogique de l'année dernière, donc du premier confinement, en expliquant quand même que ça n'allait pas, quoi, qu'on avait, voilà, que les inégalités s'étaient creusées, etc. Enfin bref. Et Blanquer lui répond que quand même, on peut pas critiquer la continuité pédagogique, c'est un discours antipatriotique. Revirement, encore une fois. Antipatriotique. Il a carrément dit ça quand même. Critiquer la continuité pédagogique, c'est antipatriotique. Est-ce qu'on est tombé dans dans un cas particulièrement exacerbé de conneries alors on avait failli écrire un article pendant un moment qui commençait par ça devait être nous sommes inquiets, inquiet pour Jean-Michel Blanquer quoi, qui semble avoir perdu pied avec le réel quoi. Mais réellement une approche, toi dans un premier temps être sur ça et puis à dire c'est une approche un peu psy on va dire, mais il y a peut-être de ça, hein, c'est possible, mais qui vient de l'exercice du pouvoir quand même, c'est-à-dire c'est pas l'individu qui nous intéresse, c'est qu'il y a un exercice du pouvoir, et cet exercice du pouvoir, c'est celui de la contrainte, en fait, c'est des gens qui exercent en permanence la contrainte sur nous, et il y a dans ce discours, qui est dans un sens puis dans un autre, le maintien d'une incertitude, d'une insécurité. Et c'est un discours proprement managérial, mais qui est étendu à l'ensemble de l'éducation nationale, à l'ensemble de la société, parce que c'est tout le gouvernement qui fait ça. Hein. Ouais. Nous dire peut-être toutes ces fausses annonces, ces fausses suites qu'ils organisent à chaque fois qu'il y a un discours de Macron ou de Castex, et que parfois il n'y a même pas le discours, etc. Tout ça, ça nous met dans un état d'angoisse permanent et finalement d'incertitude.
Et comme on met la main, littéralement, c'est ça, manager, hein, c'est mettre la main dessus. Donc, ils mettent la main sur nous comme ça, en perpétuant cette incertitude. Donc, c'est en ça que c'est vraiment politique et idéologique. Et puis derrière, pourquoi? Parce que, comme ils ont la main sur nous, ils peuvent continuer à nous forcer à produire, en fait. Il y a toute l'idéologie productiviste derrière. Vous continuez à aller au boulot, quoi qu'il en coûte, et vous continuez à nous obéir, parce que c'est ça qui est important. Parce que bon, nous, on a le point de vue des profs, mais c'est des millions de travailleurs et de travailleuses qui doivent continuer dans des conditions sanitaires à aller au boulot et à supporter ces discours, ou à être privés de leur boulot, à perdre leur emploi, à perdre tout leur salaire à cause de ces gens. Donc voilà, on est tenté par l'approche évidemment psychologisante, mais il faut en sortir parce que bon, c'est casse-gueule, et puis c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de voir la dimension politique de ces choses-là. Ouais, de toute façon, chez Blanquer, enfin, sa seule boussole, c'est de dire toujours qu'il a toujours raison, qu'il a toujours eu raison d'agir comme il a agi, et que tous ceux qui le critiquent sont des idéologues, parce qu'évidemment, lui n'en est pas un. Et sont des idéologues qui sont quasiment, enfin on en viendrait presque à reprendre le vocabulaire des années 30, c'est l'anti-France, quoi. Parce que lui, il est la France, il est la République incarnée, personnifiée. Donc tous ceux qui expliquent qu'il fait n'importe quoi, bah, c'est l'anti-France, c'est l'incarnation du mal. Et donc voilà, à partir du moment où il est dans cette réalité-là, je sais pas comment on peut l'atteindre, quoi. Enfin, oui, il semble dans une dimension où... Moi, je sais pas, j'ai vu Inception hier soir, j'ai l'impression qu'il est dans un rêve, qui croit que son rêve, c'est la réalité, puis du coup, il veut plus en sortir, quoi. Mais ils finissent sans doute par s'en convaincre. Parce que réellement, ils sont physiquement déconnectés. Hein. On le voit dans ce film, là, L'exercice de l'État. Je me souviens jamais du réalisateur de ce film absolument génial. Un super beau film, L'exercice de l'État. Ouais, et on voit à quel point ces hommes et ces femmes politiques, ils ont décroché, en fait, du réel. Et ils se maintiennent par leur idéologie. On l'a vu aussi dernièrement, là, il y a eu cette vidéo de Mediapart avec la sénatrice qui est devant qui sort de l'hôtel Meurice, un palace, et qui sort sans masque. Elle est sans masque devant la journaliste. Et elle dit, il n'y a pas de personne ne respecte plus la loi que moi, un truc comme ça. Et elle apprend qu'on n'a pas le droit de manger dans un palace, quoi. Enfin, parce qu'en fait, ils sont là-dedans, ils sont dans ce monde. Donc, et c'est ça qui est terrible, hein, c'est que dans un sens un peu, enfin très inquiétant même, ils sont sincères finalement. Ah oui, moi je suis sûre que... Parce qu'ils sont tellement perdus là-dedans, dans leur idéologie, que leur réalité idéologique, et c'est le propre de l'idéologie de toute façon, hein, s'impose sur le réel. Ils sont eux-mêmes devenus des créatures de l'idéologie qu'ils défendent. Allez, on revient sur les élèves et c'est un peu loin leur rapport au numérique. On en discutait sur le fait que les difficultés sont nombreuses à la fois sur les inégalités sociales, mais aussi sur des effets physiologiques, des fatigues, des angoisses, etc. Et vous disiez que tous les deux, dans votre expérience professionnelle, que quand vous êtes revenus à l'école physique, je veux dire, il y a eu une satisfaction. Alors déjà pour vous, évidemment, qu'on comprend peut-être plus que des élèves, parce qu'il y a peut-être au début un effet un peu ludique, enfin où les gamins sont contents de rester à la maison, etc. Mais en fait, pas tant que ça, et on voit que même ceux qui rechignent parfois à être dans une salle de classe, qui faut se comprendre, étaient contents de retrouver l'école dans la vraie vie, quoi. Ouais, bah... Est-ce que ça vous a surpris ou est-ce que vous trouviez ça logique? Moi, ça m'a pas du tout surprise parce que ils le disaient en fait, ceux avec qui on avait gardé, on était arrivé à garder le contact à distance. Ils le disaient qu'ils en avaient marre en fait, qu'ils en avaient marre de bosser que par l'intermédiaire d'un écran ou d'un ordinateur ou d'une tablette ou même parfois, la plupart du temps d'ailleurs, seulement un téléphone. Qu'ils en avaient marre de pas voir les copains et les copines. Le prof ou la prof aussi d'ailleurs aussi. C'est vraiment, c'était un discours qui, voilà. Et ils étaient tous très contents de se retrouver, voilà. Et nous aussi évidemment, enfin vraiment, c'était évident. Et en septembre, il y avait beaucoup d'inquiétudes qui s'exprimaient à la rentrée.
sur ce thème-là, sur oh là là, j'espère. Vous pensez qu'on va avoir un nouveau confinement? J'espère pas. Enfin voilà, moi j'ai plein d'élèves qui me l'ont dit, des parents aussi. Plus jamais l'école à la maison, plus jamais l'école à distance. Enfin vraiment, pas mal de parents qui nous l'ont dit. Bon moi je suis parent aussi, franchement, je suis du même avis. Hein. Et puis le télétravail, de toute façon, quelles que soient les professions, il y a quand même énormément de témoignages qui montrent que c'est pas facile, quoi. Enfin, que c'est compliqué de travailler à la maison avec des enfants dans les pattes, etc. Enfin voilà, c'est valable pour tous les gens qui ont une expérience de télétravail, ça. Et en particulier les femmes. Parce que là, pour le coup, on a quand même des observations assez claires que c'est retombé beaucoup sur enfin voilà, la double journée cumulée, c'était assez terrible, en particulier pour les femmes, quoi. Et comme nous, en tant que prof, on est une profession très féminisée, je pense que ça a été particulièrement dur pour un certain nombre de collègues qui sont parents aussi, quoi. Et du coup, je sais pas, attends, pardon. Toi, par contre, je me souviens plus, mais vous n'êtes pas rentré l'année dernière en juin. Je suis rentré en fin mai, ouais. Pour tous les élèves? Non, une partie des élèves, mais ils étaient contents d'être là. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Je me souvenais plus, en fait. Est-ce que vous êtes dedans, vous avez entre guillemets la tête dans le guidon parce que c'est votre métier, donc vous savez évidemment à quel régime vous avez été confronté. Et nous enfin moi je prends mon exemple, j'ai suivi ça de loin, mais j'ai pas forcément le détail justement de quelles ont été les étapes successives de votre adaptation à ce que vous demandez à le ministère en fonction des conditions d'apprentissage. Et c'est vrai, quand je voulais vous demander est-ce que le quotidien des enseignants avait changé avec la crise sanitaire, et une de vos réponses, ça a été aussi de dire que ça dépend à quel moment, parce qu'il y a eu beaucoup de régimes différents et de situations auxquelles il fallait s'adapter. Si on pouvait juste rapidement reprendre une chronologie peut-être succincte, mais pour comprendre comment quoi aussi pour vous ça a été très compliqué de vous adapter successivement, quoi. Alors déjà, tu fais bien de le dire, la caractéristique qui nous marque depuis 1 an, c'est l'impossibilité d'anticiper. On ne peut plus anticiper. Et ça, en pédagogie, c'est une vraie catastrophe. Parce que par exemple, on a renoncé à faire des projets à long terme. Je sais pas, moi par exemple, projet de sortie, tel projet culturel, etc. On est beaucoup à avoir renoncé à ça parce qu'en fait, on est à peu près sûr qu'on ne sait pas si ça va pouvoir être possible, donc on en a marre de bosser pour rien en fait, de préparer un truc et puis au final, paf, c'est annulé. Enfin, moi, la seule sortie que j'ai essayé d'annuler, c'est le lapsus, que j'ai essayé de faire, elle a été annulée parce que voilà, bref. Puis même sans sortie, un cours, un cours, tu le penses dans un temps et dans un espace donné. Toi, tu te projettes en fait. Tous les profs le savent, mais de toute façon, tous les métiers, il y a un moment où, voilà, ici, vous avez préparé la salle. Toi, tu te dis, l'endroit, il est important, le moment, il est important. Et tu parles. Là, ça change tout le temps. Donc, tu te dis, tiens, je vais commencer un cours. Je vais mon prochain cours, voilà, sur la guerre froide. Je vais le faire, donc on sera dans telle salle, je pense telle ou telle activité, ça à tel moment de la journée. Bon, tu vois, tu imagines toute ta pédagogie et les activités des élèves. Et puis en fait, tu peux, du jour au lendemain, on te dit, ah non, en fait, c'est pas dans les salles de classe, finalement c'est à distance, quoi. Ou c'est pas 2 semaines sur 3 que tu les vois, c'est 1 semaine sur 3. Et en fait, tout ton calendrier est revu sans arrêt. Et ça, toi, quand tu parles de long terme, c'est-à-dire au-delà des 2 semaines qui viennent, on n'arrive pas à se projeter. Et ça empêche le métier. Enfin, ça empêche pas totalement le métier, mais ça l'handicape très sérieusement. On a eu depuis 1 an, on a eu quoi comme situation? On a eu première situation, tout à distance, tout le monde est à distance, c'est pour tout le monde pareil. Ensuite, on a eu retour en classe, mais pas tout le monde, pas de la même manière, adaptation suivant chaque établissement, personne n'avait tout à fait les mêmes règles, etc. Les collèges, les lycées, les écoles, c'était pas tout à fait la même chose. C'était pas uniformisé. Mais avec un protocole quand même beaucoup plus strict que ce qu'on a eu ensuite.
Il fallait absolument respecter les distances entre les tables des élèves et tout, donc du coup on avait des demi-groupes, etc. Donc on a eu ça. Avec aussi, quand on est revenu, on savait par exemple qu'on n'avait pas, moi je suis en collège, on savait qu'on n'avait pas le brevet à préparer. Donc on avait lâché l'affaire sur la question de finir le programme par exemple. On se mettait plus la pression pour ça. Alors que là, on est dans l'incertitude totale par exemple au collège. Pour l'instant, le brevet il est maintenu. Donc ça veut dire qu'il faut finir le programme. Je sais pas combien de temps ils vont. Enfin, moi, je sais pas comment je peux faire concrètement là pour finir le programme. Continue ta chronologie. Bref, je continue ma chronologie. Ensuite, en septembre, on a repris tous dans des conditions normales, comme s'il n'y avait pas la crise sanitaire. Sauf le masque, non? Sauf le masque et le fait qu'on doit se laver les mains. Et l'autre chose qui a changé aussi pour un certain nombre d'établissements qui avaient l'habitude de pratiquer autrement, c'est une salle, une classe. Alors que dans un certain nombre d'établissements, il pouvait y avoir des habitudes le prof a sa salle et c'est les élèves qui se déplacent. Donc ça a quand même beaucoup changé les choses, hein. Il a fallu s'adapter à cette nouvelle situation-là. Des choses toutes bêtes, hein. Par exemple... quand on a sa salle, on a des manuels dans sa salle. Et à partir du moment où on décide que c'est les élèves qui ont leur salle, comment on fait? Voilà. Quand on n'a pas assez de manuels pour tous les élèves, en plus, on fait comme... Enfin bref. Donc ça, nouvelle adaptation. Arrivé du mois de novembre, les lycées, on passe à une nouvelle organisation. Alors là, je peux te laisser... Alors, avec une grande variabilité, puisque c'était l'idée d'une hybridation. Il y a une demi-jauge, comme il disait. Alors demi-jauge, ça veut dire quoi? T'imagines que tu divises toutes les classes par 2 et t'as la moitié des élèves qui viennent. Bon, en fait, c'est pas ça. C'est la moitié de l'effectif de l'établissement. Ce qui veut dire que ça peut être une organisation totalement différente. Donc ça peut être soit en effet toutes les classes sont alignées et viennent en demi-groupe, mais ça peut être tu as une semaine uniquement je sais pas les secondes, par exemple au lycée, tu as uniquement les secondes, la moitié des premières, et puis la semaine d'après c'est l'inverse. Ou alors ça peut tu découpes la journée en deux, ceux qui viennent le matin, ceux qui viennent l'après-midi, ou ceux qui viennent lundi, mardi, et puis les autres mercredi, jeudi, vendredi, puis t'inverses la semaine d'après. Enfin plein de possibilités différentes. C'était décidé à quel niveau? Alors au niveau de l'établissement. Ouais, c'était décidé en conseil d'administration, enfin bref, peu importe les modalités, mais c'était décidé au niveau de l'établissement. Ouais. Et certains établissements, notamment dans le privé, ont fait le choix en fait de ne rien changer. Voilà. Voilà. Ce qui a été un problème majeur puisque ça a accentué encore les inégalités. On en parlait tout à l'heure, il y a plein d'inégalités, mais là, il est évident que quand tu maintenais, à l'époque, tu maintenais encore la fiction ou la possibilité que toutes les épreuves soient maintenues. Maintenant, des épreuves du bac, il y en a dès le mois fin janvier au lycée, fin janvier de la première. Et donc, ils maintenaient cette idée-là, sachant que certains établissements pouvaient avancer très rapidement le programme, puisque tout le monde était là tout le temps, et puis d'autres étaient à mi-temps, en quelque sorte. Donc, évidemment, tu vas pas tout à fait au même rythme. Pas du tout d'égalité entre les situations. Ouais, vraiment une rupture d'égalité incontestable. Et puis, il y a dans les collèges et dans les collèges, il y a pu aussi avoir encore des modifications liées au fait qu'il a fallu renforcer le protocole au niveau de la demi-pension, la cantine. Et donc, par exemple, dans mon établissement, ça s'est traduit par des changements d'emploi du temps pour répartir les classes sur la pause méridienne. Donc il a fallu faire des légers changements d'emploi du temps, mais ça a quand même impacté un certain nombre de collègues qui ont vu leur emploi du temps changer en cours d'année comme ça. Et dernier épisode, donc enseignement à distance, tout ça. Enfin, et puis là, si je me projette un peu, c'est ce que Christophe disait, il nous explique qu'on doit reprendre donc début mai, là, dans 15 jours, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Donc on parle de demi-jauge pour les lycées, mais c'est pareil, on vient de t'expliquer pourquoi ça peut vouloir dire des choses très différentes d'un établissement à l'autre. Et pour les collèges, peut-être, on sait pas. Donc c'est incertitude encore. Moi je vois pas, enfin moi sérieusement là je profite de mes vacances quoi, ça sert à quoi que je prépare des trucs, je sais pas si mes cours je vais devoir les faire à distance, en présence, pour la moitié de mes élèves à distance et pour l'autre moitié en classe, comment on va gérer l'articulation entre les deux, j'en sais strictement rien.
puis ça, c'est vrai du point de vue élève et du point de vue parent, hein. D'autant plus que là, voilà, ça c'est les grands traits, mais en fait il y a des micro-variations à l'intérieur de chacune de ces phases. Toi, par exemple, en lycée, typiquement, tu commences, tu fais pendant 2 semaines les secondes, c'est un établissement que je connais bien, on va dire, les secondes viennent tout le temps, et puis les premières et les terminales sont en alternance 1 semaine sur 2, tu vois, voilà, avec des classes entières. Bon, ça dure 15 jours, 3 semaines, et puis d'un moment, les parents des terminales disent ouais, mais il y a des épreuves du bac, ça serait bien que les terminales soient là tout le temps. Donc du coup, changement d'emploi du temps. Donc tu passes sur une autre phase. Et puis en même temps, on change le créneau pour manger, donc ça modifie les emplois du temps. Et puis finalement, on a un self qui est partagé avec le collège à côté. Du coup, ça modifie encore les emplois du temps. Et vraiment, en fait, il y a un changement permanent qui est vraiment mauvais pour, alors nous pour notre métier c'est agréable, mais qui est super mauvais pour les apprentissages. Encore plus, parce que nous, dans les faits, tu peux toujours t'adapter. Mais le problème, c'est derrière. Vu que tu es dans l'incertitude, ça détériore ton enseignement et puis ça facilite pas du tout pour les élèves les apprentissages et pour les parents la capacité à suivre ce qui se passe. Ouais, puis au lycée, il y a eu toute la valse des contrôles continus, pas contrôle continu, telle épreuve est maintenue, puis finalement non, elle est pas maintenue, enfin... Il y a rien qui est planifié en fait. C'est de la gestion à la petite semaine. Ouais, c'est ça. Le ministre s'est même donné la possibilité, par la loi, de changer les modalités d'examen 15 jours à l'avance. D'accord, ok. Donc on veut vraiment... Ils peuvent tout changer 15 jours à l'avance. La modification des Ils peuvent attendre le dernier moment pour... par exemple, là, ce qui est en balance, là, c'est pour l'instant, il tient à maintenir l'épreuve de philo et le grand oral. Il y tient absolument. Donc tout le monde demande à ce que ça soit pas maintenu, que ça passe au contrôle continu et que le grand oral soit annulé pour cette année. Mais bon, voilà. Peut-être que 15 jours avant, il va nous dire « Ah bah finalement, c'est bon, je change d'avis. » Enfin ça, pour nous, c'est vraiment difficilement compatible avec la structuration des apprentissages, en plus dans une période où on doit s'adapter à des situations extrêmement différentes en termes de connexion, d'équipement, etc. Si au moins on avait une visibilité, on pourrait planifier des choses, quoi, mais... c'est pas possible. Là, typiquement, on nous a annoncé 15 jours d'école à distance. Est-ce qu'on va se lancer dans des grandes stratégies, mettre en place des trucs, voilà, pour 15 jours? Enfin... Il y a aussi bon, ça fait 1 an que ça dure, un peu plus. Il y a aussi un ras-le-bol, on le ressent, mais aussi un découragement par exemple, comme tu dis, pour ces projets. Il faut mettre en place des stratégies, des projets, des travails de groupe, etc., ou des choses un peu ambitieuses pour les enfants. Comme tu dis, toi, t'organises ton voyage et finalement il est annulé. Il y a un moment donné où on arrête d'organiser. Oui, il y a un moment où on arrête d'organiser parce que voilà, on en a marre, quoi. Vous avez, sur la question du rôle de l'enseignant, et c'est en dehors de la période Covid, mais même, est-ce que vous avez eu l'impression parfois d'être un intermédiaire entre les élèves et les machines? Est-ce que vous avez l'impression d'être simplement un tampon entre des outils numériques et puis des gamins qui devaient accéder à la continuité pédagogique qui était tant promis par le ministère? Bah oui, on peut prendre l'exemple des classes virtuelles. Donc les classes virtuelles sont devenues une sorte d'obsession, comme c'était la seule façon de faire cours en cas de pandémie et de cours à distance, et même de cours avec le numérique d'ailleurs. Donc c'est l'idée, voilà, de se connecter sur un de ces trucs qui dysfonctionnent. Et en fait, il y avait une vraie demande hiérarchique, mais aussi une demande de familles inquiètes ou d'élèves inquiets de passer par cette modalité. Et on a vu, alors nous personnellement peut-être pas, mais beaucoup de collègues qui étaient tellement préoccupés par cette idée qu'il fallait faire des classes virtuelles, qu'ils ont eu recours à des tas d'outils. Et ces outils n'aidaient pas forcément les élèves à s'en sortir. Parce qu'en fait, voilà, tu multipliais, au lieu d'avoir les outils institutionnels qui dysfonctionnent, ils avaient recours à différentes boîtes. Alors, je sais pas si on va les citer, mais enfin, c'est pas la peine de les citer. Et ces trucs qui captent des données, etc. Alors, il y a tout le problème des données, bien sûr. Il y a tout le problème d'éventuelles intrusions, etc. Et puis, il y a aussi le fait que si le prof de maths, il est avec telle plateforme, et puis le professeur géo, il est avec tel autre, et puis, etc. Tu multiplies, t'en as 4-5,
Et ça perd tout le monde. Et alors ceux qui ont déjà certains sont démotivés. Alors si en plus voilà tu multiplies les outils comme ça, c'est plus possible. Et puis c'est vrai, moi je comprends aussi ta question comme ça, qu'à certains moments on avait des questions d'élèves, mais on avait quasiment que des questions sur des problèmes techniques. Et on finit par ne plus répondre qu'à des messages du type j'ai pas réussi à ouvrir tel doc ou il y a tel problème technique. On se transforme en SAV quoi, en hotline. Alors après moi je trouve ça normal, c'est normal qu'on soit là pour expliquer etc. Mais du coup on passe plus de temps à résoudre des problèmes techniques que à répondre vraiment à des questions sur des notions, des apprentissages, enfin à faire ce qui nous importait vraiment quoi. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on en perd un peu le sens de notre métier quoi. Quand on a plus de mails pour nous expliquer qu'on n'arrive pas à ouvrir le doc, plutôt que de mails pour nous demander de donner telle précision parce que la question on l'a pas comprise. En fait, il y avait des moments où j'en étais presque arrivée à me dire que les élèves, ils avaient l'impression d'avoir réussi un travail qu'on leur avait envoyé quand ils avaient réussi à ouvrir le doc, quoi. Ça suffisait, c'était bon, c'était une réussite, quoi. On a ouvert le doc, il n'y a pas eu de bug, j'ai réussi à le télécharger, donc j'ai pas d'autres questions à poser à ma prof, quoi. Donc là, ça restreint votre rôle. Ouais, c'est un peu... Et puis on est dans ce que les philosophes critiques de la technique dénoncent depuis très longtemps, c'est l'inversion des fins et des moyens. Ouais, c'est ça. Ce qui devrait être un moyen numérique est clairement devenu la fin. L'objectif, c'est d'arriver à le maîtriser. Alors que ça devrait être le média qui permet d'accéder au savoir, par exemple. Donc on parle aussi des insuffisances matérielles et de l'imprévisibilité qui joue sur votre quotidien. On sait, par exemple, quand j'étais en observation dans ta classe, Christophe, qu'il y avait ne serait-ce que le logiciel qui met 5 minutes à s'allumer. Et puis Amélie, toi tu parles du fait de tourner le dos aux élèves. Enfin, c'est dans la symbolique, mais c'est intéressant de voir que c'est aussi des outils qui parasitent la relation entre l'enseignant et les élèves, et en plus qui amènent d'autres que tu dis d'autres paramètres à prendre en compte pour vous, alors qu'il y en a déjà. Quand on sait est-ce qu'il y a des manuels dans la salle, est-ce qu'il y a assez c'est con mais assez de chaises ou assez de tables, etc. Et en plus on doit prendre en charge les conditions techniques du numérique. Ça rend encore plus difficile le quotidien. Moi j'ai découvert, j'ai pas découvert parce que j'ai retrouvé en fait ce que j'avais connu dans mon précédent établissement où je changeais tout le temps de salle de classe. Enfin, je changeais souvent de salle de classe et du coup, il fallait que j'oublie pas, pour chaque salle de classe où j'allais être, qu'il n'y avait pas les mêmes contraintes techniques. Que par exemple, dans telle salle, je savais que le vidéoprojecteur était en panne, il n'était toujours pas réparé, que dans telle autre, je savais que le son marchait pas, que dans telle autre, sur l'ordi, il n'y avait pas de lecteur DVD, donc il fallait pas que je prévoie de passer un DVD. Enfin voilà, il fallait connaître les caractéristiques techniques de chaque salle avant de prévoir des trucs. Et avec la nouvelle organisation, dans mon nouvel établissement, je me suis réjouie quand je suis arrivée pour la première fois de ma carrière d'avoir ma salle. Où en fait, du coup, il y avait une stabilité de la situation technique de la salle et où surtout, comme il n'y avait que moi dans cette salle, s'il y avait un problème technique, je le savais et je pouvais anticiper. Et là, avec l'organisation une salle, une classe, en fait, on s'est retrouvés à tourner les profs sur les salles. Et à se retrouver à nouveau confronté à parfois des environnements de travail instables sur le plan technique parce que le ou la collègue qui a trouvé le vidéoprojecteur en panne, vu qu'après son cours, il ou elle a dû courir dans une autre classe, il n'a pas forcément pensé à prévenir les autres que le vidéoprojecteur est en panne. Enfin, voilà. J'ai retrouvé cette instabilité-là qui est assez pénible et que j'avais vécu avant dans mon précédent établissement et qui aussi explique en grande partie pourquoi il y a tellement de profs qui disent c'est bon, le numérique, ras-le-bol quoi. J'ai essayé, ça me fait perdre trop de temps. Parce que c'est factuel quoi. Oui, concrètement, à un moment, quand on a prévu une séance en salle informatique et puis qu'on arrive et puis qu'il y a 10 postes qui fonctionnent ou alors on met une demi-heure avant de pouvoir se connecter pour des questions de lenteur de réseau, on le refait pas 2 fois quoi.
La fois d'après, on prévoit un truc sans mettre les élèves sur les ordinateurs. On prévoit du papier. Concernant le temps de travail, c'est intéressant parce qu'il y a une question vraiment de valorisation de votre activité, de comment on la valorise au niveau de la rémunération salariale. Et du coup, c'est Monsieur Mandino qui parle de dislocation des cadres spatio-temporels avec qui est accéléré par le numérique, amplifié par le numérique, puisque vous avez en fait là où avant, le métier d'enseignant a toujours été un métier un peu où ce cadre-là était plus poreux qu'ailleurs peut-être, mais avec le numérique c'est encore plus fort puisque vous répondez à des mails toute la soirée quoi. C'est puis pas que, mais vous êtes dans un travail chez soi qui est pas quantifié, qui est pas valorisé. Bah oui, en tout cas, bon, ça a été très net dans un premier temps. Au début du confinement, les cadres temporels, comme tu dis, ont complètement éclaté. C'est-à-dire la journée, potentiellement, n'en terminait jamais, puisque il y a même eu, on perdait des repères temporels, puisque de toute façon, avec le confinement, on était chez soi, donc le matin, le soir, etc. Il y avait une sorte de truc extrêmement confus, un peu comme dans un rêve, tout échappe en fait. Alors bon, avec la rentrée quand même septembre, etc. L'idée c'est qu'on reprend la main malgré tout, parce que bon, on l'avait vraiment perdu en mars-avril. En plus, il y a toute l'angoisse, etc. Là, on a malgré nous, parce que bon, la question de l'adaptation, c'est une question de management, etc. Et puis il faut pas accepter toutes les adaptations, il faut parfois y résister. Mais là, on a su quand même s'adapter, enfin la plupart du temps, et puis refixer certains cadres. Mais c'est vrai que par définition, le numérique et le travail à la maison. Une fois de plus, t'es pas dans la temporalité, t'es pas dans l'espace de l'école. Donc, tu vas pas ce décentrement. Donc, la porosité qui existe déjà dans notre métier très souvent, encore plus pour les femmes, elle a été accentuée par le numérique et elle continue à l'être de manière parfois préoccupante parce qu'en plus il y a toujours ta conscience professionnelle qui est là aussi, qui te dit, tiens, malgré tout, va voir si les élèves ont répondu. Tu vois, c'est ce que j'ai fait juste avant de venir ici. Je suis allé voir si des élèves m'avaient pas répondu à des messages que je venais d'envoyer 1 heure avant. Parce qu'il y a aussi ça, c'est comme les mails, c'est un truc qu'on connaît, qui est analysé y compris par des philosophes, c'est marrant, comme Hartmut Rosa en parle, quoi, avec ce truc de le mail qui était censé être un truc qui nous faisait gagner du temps par rapport à la lettre. Et en fait, il y a même des études, pour le coup, quantitatives, qui montrent qu'on passe tellement de temps à les envoyer, à les lire, que finalement c'est extrêmement chronophage. Et puis, c'est même pas sûr qu'on y gagne le temps que censément on devrait gagner. Et sans compter toute la dimension humaine aussi qui nous échappe à travers ça. En plus, on a été piégés dans cette distorsion du temps par les plateformes qui nous ont expliqué qu'il fallait pas qu'on se connecte tous aux mêmes heures. Parce que c'était ça qui faisait bugger les ENT ou les logiciels qu'on utilise. Et que du coup, en gros, à la limite, ça serait quand même bien si les profs ils se mettaient sur les ENT le soir, quoi. En dehors de leurs horaires et puis donc et de laisser la journée les élèves se connecter. Et puis les profs, ils ont qu'à y aller le soir. Voilà, enfin on a ce genre de discours. Après, on a un vrai problème par rapport à ça dans la fonction publique. Le droit à la déconnexion n'est toujours pas installé. On n'a pas formalisé le droit à la déconnexion dans la fonction publique, puisque si ma mémoire est bonne, ce droit à la déconnexion, il a été introduit dans le privé au moment de la discussion sur la loi travail, si j'ai bonne mémoire. Et au moment où il a été question de le mettre en place dans la fonction publique, le gouvernement, ou la ministre de la fonction publique qui était en place à ce moment-là, a commencé à sortir tout un tas d'arguments pour expliquer que, en raison de la notion de continuité du service public et du fait qu'il y avait plein de professions qui étaient jugées comme indispensables dans la fonction publique, c'était un truc on n'allait pas pouvoir faire ça, quoi. C'est pas possible, quoi, que certaines catégories de fonctionnaires réclament et formalisent un droit à la déconnexion, ça allait en fait rentrer en conflit avec la notion de continuité du service public.
Du coup, là, on n'a pas avancé sur ce dossier. Et le droit à la déconnexion, il est ce que les personnels ont réussi à en faire, quoi. C'est-à-dire que si localement, dans ton établissement, tu as réussi à imposer que on n'envoie pas de mail le soir, qu'à partir d'une certaine heure, on répond plus aux messages, mais c'est totalement sur la base de la volonté collective ou pas, quoi. Et puis c'est compliqué parce que comme dit Christophe, finalement il y a aussi un problème éthique de se dire bien sûr. Je vais faire l'effort quand même parce que je suis rigoureux, et en même temps c'est à son propre détriment, enfin c'est contre soi-même. Justement, voilà, on a aussi un rôle éducatif par l'exemple qu'on donne à nos élèves. Et moi, ça m'est déjà arrivé de dire à mes élèves, dis donc, j'ai vu ton message là, t'as vu à quelle heure tu m'as écrit, faut pas faire ça, quoi, faut pas m'écrire à des heures pareilles, quoi, à cette heure-ci tu devrais être en train de dormir. Et enfin, ça peut aussi servir de point d'accroche pour discuter des rythmes de travail, etc., quoi. Mais on a un vrai problème par rapport à ça, parce que ça offre une souplesse. Mais c'est piégeux, en fait. Cette souplesse, elle est piégeuse parce qu'elle se retourne contre nous aussi. Une fois qu'on a donné l'habitude aux autres de s'attendre à ce qu'on soit connecté à n'importe quelle heure et réactif, du coup, on est piégé, quoi. J'avais une question sur les enseignants par rapport au numérique, sur leur marge de manœuvre. Toi, Amélie, tu travailles à faire bouger les esprits, notamment en parlant du logiciel libre, en utilisant le moins possible le mot Google pour parler du moteur de recherche, etc. Donc c'est salutaire, mais ma question c'est, est-ce que concrètement les enseignants peuvent être technocritiques ou technoperplexes quand on parle de numérique, puisque pour prendre que cet exemple, mais la position du cahier de texte numérique et la fin du support papier sur ces questions-là fait que de toute façon ils n'ont pas le choix, en fait. J'ai envie de dire que la manière la plus simple d'être technocritique, que beaucoup d'enseignants utilisent, c'est de ne pas utiliser tout un tas de trucs qu'on nous demande ou qu'on nous incite à utiliser, de ne pas faire entrer le numérique dans nos pratiques, comme l'institution aime à le dire, et finalement il y a beaucoup plus de collègues qu'on ne pense qui font un peu cette résistance passive, en fait. Maintenant, c'est vrai que pour ce qui est de l'utilisation des outils institutionnels, le cahier de texte, remplir son cahier de texte, c'est une obligation réglementaire de service. Donc si on veut pas avoir de problème, il faut le faire. La résistance, elle se situe dans ce qu'on y met, en fait, dans la marge qu'on se donne de qu'est-ce qu'on va mettre dans ce cahier de texte. On n'est pas obligé de tout dire, de tout mettre, tout ce qu'on fait. Il y a aussi la fameuse obligation de service, le suivi des élèves. Ça fait partie de nos obligations de service, suivre les élèves. Est-ce que ça signifie qu'il faut répondre à leurs messages à toute heure du jour et de la nuit? Non. Est-ce que ça signifie que quand un parent d'élève envoie un message, on doit lui répondre dans la demi-heure? Non. Mais évidemment, effectivement, à titre personnel, j'estime qu'il faut répondre systématiquement aux messages dans un délai raisonnable, pour peu que les messages soient pas insultants, parce que des fois, quand on reçoit des messages, c'est très rare, heureusement, mais quand on reçoit des messages qui sont agressifs et insultants, en fait, une bonne pratique consiste à ne pas y répondre soi-même, mais à en parler à son chef d'établissement et à demander à ce que ça soit le chef d'établissement qui fasse la réponse, quoi. Voilà. Il y a autre chose qui pèse sur nos choix, c'est les produits qu'on nous demande d'utiliser, on va dire. L'ENT, c'est pas toi qui le choisis, par exemple. Et les solutions choisies sont toutes des solutions commerciales de l'EdTech. Mystérieusement, tout à l'heure, on parlait de dépenses, en disant est-ce que c'est pas une façon de réduire des dépenses? Mais en fait, même pas, parce que par exemple, une des solutions, ça serait à la place de mettre Windows et puis toute la suite bureautique de Microsoft, de mettre du libre, de mettre Linux et puis du libre. Ça coûterait moins cher. Mais ça, en fait, les collectivités le font pas.
Alors pour des questions, alors il y a des accords commerciaux manifestement qui font que voilà, ça peut se faire dans certains établissements aussi au niveau des universités. On pourra en parler éventuellement, mais il y a des choix qui ne correspondent pas en tout cas à ceux d'une stricte rationalité budgétaire, quoi. Hein. Il y a manifestement d'autres priorités et qui nous contraignent, parce que quand sur les ordinateurs d'un établissement, tu as la suite de Windows, de Microsoft là, alors parfois c'est pas le cas quand même, hein, c'est pas systématique. Mais ne serait-ce que Windows en soi, voilà. Sur ça, t'as pas le choix, hein. Et même, hein, j'ai déjà fait la démarche dans différents établissements. Voilà, est-ce qu'on pourrait réfléchir à installer Linux, quoi? Est-ce que c'est faisable? À chaque fois, bon, les gens te regardent un peu bizarrement. Alors, tu peux avoir la chance de croiser un informaticien, il n'y en a pas vraiment dans les bahuts, hein, mais bon. Et tu lui en parles, alors c'est quelqu'un qui peut aimer les libres. Il y a même, ça se trouve, des gens en rectorat qui sont pour. Mais visiblement, il y a des freins énormes. Il y a des gens qui refusent de mettre Linux. Alors, sous des prétextes techniques, hein, d'interopérabilité, machin, enfin, des trucs à la con, en fait, qui tiennent pas. Mais il y a clairement une volonté de ne pas mettre de libre. Donc, c'est assez transparent, je pense. Il y a manifestement des intérêts économiques. Alors, je ne sais pas dans le détail lesquels, mais il y a de l'argent. Mais, pour donner l'exemple des ENT, là, dans l'ENT qu'on a, l'ENT Cosmos, là, il y a une suite bureautique qui est intégrée à l'ENT, et c'est Microsoft. Alors que moi, là où j'étais avant, dans l'ENT de la région où j'étais avant, il y avait une suite bureautique qui était intégrée à l'ENT, c'était LibreOffice. Rien que ce type de choix, par exemple, va faire qu'on ne va pas avoir les mêmes habitudes, quoi. Voilà, donc effectivement, après, du coup, si par défaut, c'est des outils comme ça qui apparaissent, c'est que il faut vraiment avoir l'habitude de faire l'effort pour utiliser autre chose, pour se dire, ah non, moi je veux pas que ça soit Word qui s'ouvre, quand j'ouvre mon document, je veux que ça soit LibreOffice, je vais aller chercher LibreOffice sur l'ordinateur, etc. Un effort, entre guillemets. C'est un effort, mais en même temps, voilà, c'est aussi enfin, c'est pas un si gros effort que ça, faut pas exagérer, quoi. Non. Il y a un piège aussi, c'est que sur les plateformes numériques du Centre national d'enseignement à distance, on en parlait tout à l'heure, les profits sont aussi captés, enfin les services sont aussi captés par les puissances privées, puisque Christophe, tu disais que c'était les serveurs d'Amazon qui servaient à une plateforme publique. Ouais, voilà. Ouais, les fameuses classes virtuelles dont on parlait tout à l'heure, on a 2 outils institutionnels qui nous sont fournis pour les faire. C'est ça, hein. T'as soit par l'ENT, et donc ça c'est des entreprises de la tech comme Cosmos, machin, mais t'as aussi les classes du CNED. Et les classes du CNED, on se dit, donc c'est une plateforme institutionnelle, donc c'est quelque chose qui est public. Alors c'est vrai, hein, le CNED... Bon, il y a des emplois qui sont menacés, etc., mais ça reste une institution publique. Mais les serveurs du CNED, enfin c'est plutôt le CNED a installé la classe à la maison, comme ça s'appelle, sur des serveurs d'Amazon. Et donc les données, voilà, les données circulent partout. Sur le net, par définition, ça franchit les frontières, hein, ça va pas rester tranquillement à l'intérieur des frontières. Et puis encore, on pourra en reparler, c'est même pas sûr que ça soit de toute façon une garantie absolue de quoi que ce soit. Enfin, au moins, il y a une logique territoriale dans les lois, on pourra y revenir, mais bon. Mais en tout cas, voilà, c'est Amazon. Donc Amazon fait évidemment son beurre là-dessus. En fait, c'est une entreprise qui s'appelle Blackboard, mais Blackboard, c'est Amazon, en fait. Hein. Et ils ont pas que ça, ils ont aussi Amazon, c'est eux qui hébergent les données de tests standardisés, notamment à l'école primaire. Tous les gamins de primaire, au même moment, passent le même genre d'épreuves. Les données, alors anonymisées, hein, nous explique Amazon et le ministère, sont bien sur les serveurs d'Amazon, une fois de plus. Ouais. Mais après, tu as des gens très bien qui expliquent en fait que c'est normal que ça soit des boîtes privées qui hébergent toutes ces données parce que voilà, il faut des grosses capacités de stockage et l'État va pas prendre sur lui voilà, d'avoir ses propres data centers pour stocker toutes ces données. C'est un peu normal de confier ça à des professionnels dont c'est le métier, qui savent faire, etc. Mais enfin, à ce moment-là, tant qu'on y est, on prend toutes les archives nationales, hein, et puis on les file à des boîtes privées dont c'est le métier de stocker des archives, quoi. Enfin, voilà.
dans cette logique-là. Pourquoi cette logique vaudrait pour le numérique et pas pour toutes nos archives papier? Et allons-y gaiement. Archives ministérielles, archives du ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, et allons-y gaiement, donnons ça à des boîtes privées. Transférables à des boîtes privées. Ouais, des boîtes qui, par exemple, je sais pas, moi, il y en a, c'est de leur métier de louer des box. Ouais, ils savent faire ça, très bien. Il y a des particuliers qui vont chez ces boîtes privées ils prennent un box et puis ils mettent tous leurs papiers dans le box. Bah, l'État a qu'à faire ça, tu vois, louer des box et puis foutre toutes ses archives dans des box. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas, bref, ça me paraît... Pourquoi l'État ne déciderait-il pas concrètement de garder la souveraineté sur ces infrastructures, quoi? Et nos déchets nucléaires, c'est pareil, on va faire pareil, on va les filer à garder à les boîtes privées. L'analogie est très bonne parce que ça serait bien de ne pas avoir du tout de déchets nucléaires. Oui, voilà, c'est une question. Mais c'est pareil, au bout d'un moment, la question qui se pose, il est possible que l'État ait pas les moyens, finalement. Pourquoi pas, Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudrait qu'on se pose aussi la question de, du coup, est-ce qu'il faut le faire de manière numérique, quoi. C'est si réellement l'État n'a pas les moyens, si réellement ça dépasse les capacités d'un État, peut-être que c'est aussi un signe pour dire si ça échappe à toute emprise. Alors déjà que l'État, il échappe en grande partie au contrôle démocratique, mais là avec des sociétés, c'est pire encore en quelque sorte, si on peut mettre une hiérarchie. Peut-être que ça veut dire faut pas le faire, tout simplement. Mais ça, la question n'est pas posée. C'est comme si c'était une évidence, il faut. Du coup, c'est une course en avant qui est jamais interrogée. Et c'est ça justement dans le bouquin qu'on essaie d'interroger. Il y a un moment, faut rompre avec ce réflexe-là. Il n'y a plus de pensée. Tout doit être numérisé, sans fin, de plus en plus, accumulé dans des coins. Et alors, il y a des problèmes écologiques derrière tout ça, mais oui, des problèmes une fois de plus de données. Du coup, on se pose les questions. Ça devrait, parce que puis même, voilà, les citoyens, les parents, etc. À l'idée que toutes ces données-là soient dans des serveurs de l'État. Même de l'État, quoi. Un État qui peut tout contrôler avec le nom des gamins, mais mettre en lien différents fichiers. Enfin, tu te dis, mais elle est où la liberté là-dedans, quoi? On se rend pas compte, mais à travers les données scolaires, on sait des trucs hyper précis sur les familles, en fait. En corrélant à quel moment les élèves ont été absents, et puis le calendrier des fêtes religieuses, par exemple, tu peux en déduire les pratiques religieuses de la famille, par exemple. Puis si tu veux faire des corrélations avec les résultats scolaires, et puis le nombre de frères et sœurs dans la fratrie, et puis je ne sais quoi encore, t'as les professions des parents, t'as des tas d'infos extrêmement précises, des informations en fait. médicales aussi, des choses comme ça. Alors pas trop les informations, mais un peu si quand même. Les absences en temps de Covid, par exemple, la durée de l'absence, ça peut être un signe aussi. Et tout ça, ça devrait vraiment interroger chaque parent, chaque professionnel sur cette opportunité de confier ça aussi à un État, non seulement aux entreprises, mais à un État. Enfin, voilà, vu les attaques liberticides qu'on subit de la part de ce gouvernement et des précédents, là, enfin, avec l'actuel, c'est vraiment, c'est juste monstrueux ce qu'ils font. Il y a, même des gens qui sont des gens quand même modérés, comme Harry Halimi, la LDH, disent maintenant clairement qu'on n'est plus en démocratie. Alors, ils disent pas qu'on est en dictature. Mais ça interroge en tout cas, que des gens à la LDH disent qu'on n'est plus en démocratie. Qu'est-ce que c'est que cet État à qui on, par le numérique notamment, on confierait toutes ces données? Donc, là aussi, il faudrait savoir dire, au moins poser la question. Et la question, elle n'est pas posée en fait. À chaque fois, on nous dit non, mais c'est un petit peu, c'est pas trop. Oui, bien sûr, ça. Non, voilà, oui, on peut. Mais non, en fait, c'est une fausse solution médiane, et on en est à continuer toujours dans la même logique. Oui, puis c'est une question qui se pose, c'était ma question suivante, mais tiens, vous avez répondu. C'est que si c'est le privé, on le dégage, on le transfère à l'État, mais l'État, il y a des risques sur les libertés individuelles qui sont notamment avec la loi sécu globale qui va être progressivement mise en place, etc. Donc c'est pas du tout un garde-fou pertinent et légitime, l'État. Et en plus, même dans un fonctionnement démocratique, horizontal, avec des contre-pouvoirs, etc., le numérique reste énergivore et ne correspond pas forcément aux enjeux. Donc il y a un problème, une poupée russe de problèmes avec le numérique. Ouais, c'est ça exactement, la poupée russe. Donc on n'en finit jamais de tirer, de trouver de nouvelles poupées à l'intérieur. Mais même le terme de souveraineté, voilà, c'est un terme qui est défendu. Même par des gens comme, Laurent Alexandre,
mais c'est le même piège qu'au niveau politique. Les gens qui parlent de souveraineté nationale, hein, même l'extrême droite est capable évidemment de parler de souveraineté nationale, mais parce que ce qu'il dit jamais, c'est que c'est ce que voulaient les révolutionnaires, hein, c'était la souveraineté populaire en fait. Ce qui n'est pas la même chose en fait, hein, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Et là, Macron, tout ça, et puis même une partie des gens qui se présentent comme étant de gauche, hein, mais qui sont obsédés par l'idée d'une souveraineté nationale, ils en oublient finalement la question aussi de la lutte des classes, tout simplement. C'est quoi nation, quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où le patron il est français ou que l'État il est français, tout va bien? Non, il y a toujours les logiques de domination et d'exploitation qui sont là. Et là, dans le domaine du numérique, la souveraineté numérique promue par Blanquer, ça veut dire si c'est des entreprises EdTech bien de chez nous qui captent les données et les profits, bah c'est super. Parce que ça reste français. C'est ce que dit Laurent Lessard d'ailleurs en disant il nous faut nos propres GAFAM, c'est ça. Texto ce qu'il dit. C'est ahurissant quoi. Bon, on peut finir avec ça, c'est ce qu'on a dit, mais en fait la question du numérique, faut la prendre frontalement et radicalement et éviter peut-être aussi le faux dilemme des bons côtés et des mauvais côtés. Parce qu'en fait, on se rend compte que ces outils-là ne sont pas forcément viables dans le futur, notamment quand on prend en compte la dimension écologique dont on a très peu parlé parce que c'est pas forcément votre sujet de prédilection, mais c'est là et les extractions ont des conséquences sur les écosystèmes, etc. Est-ce que justement le faux débat du bon argument pour, argument contre est un piège aussi sur le numérique? Est-ce qu'on doit prendre la question de manière différente? Si, non, mais c'est un faux débat, c'est très inquiétant. Et puis la dimension écologique, elle doit être centrale. Enfin, je pense que ça doit être une obsession. C'est peut-être parce que c'est la mienne, hein, parce que je suis un peu névrosé avec cette question de l'écologie, mais il y a une analogie qui marche bien pour répondre à ça. C'est l'analogie avec la voiture. Je ne sais pas si on en avait parlé durant l'émission précédente, mais c'est André Gortz qui a sorti un article. Donc c'est dans les débuts des années 70, je sais plus la date exacte. Enfin, on va dire dans les années 70, qui s'appelle l'idéologie sociale de la bagnole. Et dans cet article-là, il montre que justement la bagnole c'est pas qu'un outil. La bagnole, c'est quelque chose qui nous a été vendu comme étant une liberté supplémentaire. Grâce à la voiture, on allait pouvoir se déplacer individuellement sans dépendre des autres, et puis on allait pouvoir découvrir le monde, chacun à son rythme. Bon bref, c'était vraiment le plus. Et qu'on allait gagner du temps dans sa vie quotidienne, aller plus rapidement au boulot, avoir plus rapidement tous les produits qui viennent du monde entier. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le monde entier s'est bagnolisé en quelque sorte. Toutes nos villes, toute l'organisation du territoire, notre travail, nos loisirs, notre consommation, tout s'est mis à la taille de la voiture. À tel point qu'aujourd'hui, alors bon, c'est différent quand tu vis au centre d'une métropole comme Paris, etc. Mais globalement, si t'as pas de voiture, t'es un peu handicapé socialement, on va dire. Parce que y a des tas de choses auxquelles t'as moins accès. Ou alors, c'est un effort énorme. Voilà, moi, je me suis mis à aller au boulot en vélo maintenant. Et tu te rends compte à quel point tout l'espace de la ville a été pensé pour les bagnoles, quoi, et encore aujourd'hui, quoi. Et en fait, le numérique, c'est pareil. Le numérique, c'est pareil, c'est-à-dire que ça nous est vendu comme étant, une liberté immense, un truc absolument incroyable. Voilà, on va découvrir le monde grâce à Internet, on va aller sur des chats, et puis on va parler avec des gens qui vivent à Jakarta, et puis on va créer une grande communauté mondiale, et puis il y a toutes les connaissances du monde qui sont accessibles, etc. Des trucs qui sont pas totalement faux, si tu veux, mais qui sont, qui sont évidemment grossis, avec des raccourcis énormes, tout ça. Et en fait, une fois de plus, tout s'est mis à l'échelle du numérique. Et maintenant, si t'as pas d'ordinateur portable, si t'as pas de téléphone portable, si t'as pas de mail, si bientôt pas de compte sur les réseaux sociaux, il y a des tas de choses que tu peux pas faire, même par rapport à l'administration, par exemple. Et là, par exemple, pour revenir au cours, tu peux pas faire cours, quoi. Il y a plus cours, il y a plus école, quoi. Soudainement, ça n'existe plus parce que le numérique disparaît. Et c'est ça, nous, qu'on souligne, et c'est en ça que, évidemment que le numérique il rend des soucis, comme la bagnole, quoi. La bagnole, les ambulances, elles roulent avec du pétrole, ça sauve des vies, quoi. Je veux pas brûler toutes les voitures. Alors déjà, brûler, ça ferait de la pollution, etc. C'est pas une bonne idée, quoi. Donc je veux pas toutes les transformer en mini-forêt, quoi. Pourquoi pas, certaines, ça serait cool. Mais
Mais c'est justement parce que ça peut être utile. Et le numérique, c'est pareil. Évidemment, le numérique, quand je l'utilise, même je trouve ça rigolo, etc. De toute façon, tout a été pensé pour qu'on en ait besoin. Et dans tous les sens du terme, un besoin réel et puis des besoins qui sont créés. Mais il y a un moment, si justement le numérique peut être utile, et justement parce qu'il peut être utile, parce qu'en effet, il peut avoir un rôle déterminant, même pour sauver des vies, par exemple, hein, sans donner des exemples précis, mais justement parce que, comme la voiture, il peut être utile, il peut sauver des vies, il faut le préserver en quelque sorte, et le préserver en le consommant moins, quoi. Le freiner. Ouais, le freiner, en fait. C'est de la même façon que, voilà, il faut dénumériser comme il faut débagnoliser. Mais ça veut pas dire, évidemment, que du jour au lendemain, on fait disparaître toutes les bagnoles ou tous les ordinateurs. C'est pas ça. C'est pas ça, la question, en fait. C'est pas de dire, il y a du bon ou du mauvais. Il y a, justement parce qu'il y a du bon, il faudrait réussir à penser autrement que de la consommation, toujours, la surconsommation qui est en train de tout faire exploser et de nous condamner, littéralement. Enfin, c'est une question, tu nous as demandé de préparer des trucs, un truc à lire, moi j'ai pensé à Anders, voilà. Et Anders, il le disait déjà à l'époque, ou alors des gens comme Bookchin, ça fait un moment qu'il y a des penseurs qui sont là-dedans, qui nous expliquent qu'on est quand même, et des penseuses, et on est en train de se suicider, quoi. Enfin, c'est ça qu'on est en train de faire, et le numérique y participe, quoi. Et c'est aussi ça qu'il faut penser à un moment, quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, bordel, quoi. Et tous les gens qui te disent, parce qu'on nous l'a sorti sans arrêt, quoi. Ah, mais vous voulez revenir à l'âge de pierre, il faut bien rentrer dans la modernité, il faut bien du numérique à l'école. Mais il y en a partout déjà, quoi. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui te dirait, ah, t'es contre la voiture, franchement, il faut bien un peu de voiture dans les villes, quand même. Ouais, sans déconner, il faut un peu de voiture, un peu, hein. On pourrait faire la même, tu peux continuer l'analogie avec les gens qui expliquent qu'il faut consommer moins de viande et à qui on explique, ouais, tu veux nous interdire de manger de la viande, quoi. Bah c'est bon, ça va aller, tranquille. Je te dis juste que ça serait peut-être bien d'en manger un peu moins, quoi. Tu vas pas me dire que là, à l'heure actuelle, la viande est ostracisée, non, c'est pas vrai, quoi. Donc, pareil. Voilà, donc de la même façon que la bagnole ou la viande ont pu prendre la main sur nous, en quelque sorte, le numérique prend la main sur nous, et c'est de ça qu'il devrait être question. Comment reprendre la main? Et c'est ma dernière question. Comment reprendre la main? Non, mais à quel niveau lutter? Est-ce que c'est dans les institutions, dans les syndicats, dans les mobilisations populaires, faire de la prévention avec les parents, au niveau des formations à l'ISP. Non, mais tout à fait. Alors, déjà, je pense que la première chose, c'est d'arriver à en parler. Et en parler à différents niveaux. C'est-à-dire que les parents d'élèves devraient pouvoir en parler entre eux, entre parents, qui partagent des problématiques de parents. Ensuite, les parents d'élèves devraient pouvoir en parler avec les professionnels de l'éducation avec lesquels ils sont en contact. Les profs, les personnels d'éducation, et pas seulement les profs d'ailleurs, tous les personnels devraient pouvoir en parler entre eux, en tant que professionnels, et ensuite en parler avec les usagers du service public par ailleurs, parce que c'est pas la même chose de réfléchir par rapport à sa pratique professionnelle, et ensuite de réfléchir dans la perspective du service qui est rendu au public. C'est deux choses différentes. C'est complémentaire évidemment, mais voilà. Et déjà que ça soit pas comme une évidence, comme un truc qui avance sans qu'on y réfléchisse en fait. Parce que voilà, moi je me souviens, enfin il y a eu un moment à la fois super tendu et super intéressant de réflexion autour du numérique dans mon lycée, dans le lycée où j'étais avant. Ça a été quand on nous a demandé de choisir pour les nouveaux manuels scolaires. La région Île-de-France avait posé un ultimatum qui était pour les manuels scolaires, soit vous choisissez le papier, soit vous choisissez le numérique, mais ça sera l'un ou l'autre. Et vous pouvez pas choisir pour telle matière le papier, pour telle matière le numérique, il va falloir choisir un point, c'est tout. Et donc, on a eu il fallait se décider super vite parce qu'après il y avait des histoires de délais de commande, etc. Donc, il y a eu un intense moment de débat, d'engueulade, de réunion, d'échange de mails, d'échange d'argumentaires, etc. Et franchement, c'était
à la fois on s'est pris le chou et ça a créé des tensions et ça a montré qu'il y avait des points, voilà, il y avait on rentrait dans des vrais conflits de professionnels, mais en même temps on n'a jamais autant réfléchi à notre métier, on n'a jamais autant réfléchi à des enjeux justement écologiques, politiques, etc., des enjeux d'apprentissage que pendant cette période où on a été obligé d'affiner nos argumentaires sur cette simple question-là pour la rentrée prochaine. Est-ce que vous voulez des manuels papier ou des manuels numériques? Et moi, je me suis dit, mais voilà, c'est à chaque fois qu'on a une décision d'équipement qui est faite, il faudrait que ça se passe comme ça en fait. Il faudrait que ça se passe systématiquement comme ça, qu'on ait le temps d'en discuter, que ça crée de la controverse, que ça crée du débat, etc. Recours à l'intelligence collective pour poser la question et éventuellement y répondre correctement. Déjà commencer à la poser, ouais, à pouvoir y répondre de manière démocratique. Mais on peut continuer l'analogie avec la bagnole, hein. C'est la même façon de comment sortir du tout bagnole aussi. Alors, il y a évidemment des choses à faire dans son comportement individuel, on peut, hein, mais c'est pas. On peut imaginer qu'à force d'accumuler les comportements individuels, il y aura un petit changement. Mais ce qui veut dire qu'il faut c'est un sujet politique en fait. C'est un sujet politique. Ça veut dire qu'il faut pour pouvoir sortir du numérique, il faut tout changer en fait. Il y a aussi parce que c'est tellement, excuse-moi. Ah, pardon, je t'ai coupé. Vas-y, finis. C'est tellement lié au capitalisme, au productivisme. C'est ça finalement qu'il faut absolument interroger. Même si, une fois de plus, le numérique a une certaine autonomie, mais ça veut dire par exemple qu'il faut repenser nos villes. De la même façon que si tu veux plus de voitures, il faut repenser les villes, il faut repenser l'organisation du territoire, il faut arrêter avec la métropolisation par exemple. Pas du tout ce qui est. Ouais, c'est pas du tout ce qui est en train de se faire. Il faut faire l'inverse de ce qui est en train de se faire, parce que là c'est la smart city, etc. Mais le numérique c'est pareil. Tout à l'heure on disait les écoles. Pour en revenir à l'école, un truc sur lequel on a un peu d'expertise, mais comment faire en sorte que l'école se maintienne même en cas de pandémie et sans recours obsessionnel, névrosé, on va dire névrotique au numérique. Par exemple, qu'est-ce qui pose problème, notamment en termes de pandémie, c'est les concentrations, les grandes densités de population. Bon, si au lieu d'avoir des grosses structures, des lycées, on en a plusieurs, on connaît ça, hein, ou même les écoles primaires où on les rassemble ensemble, où on ferme les petits collèges, etc., on ferme les petites unités, au contraire, il faudrait les maintenir. Il faudrait plein de petites unités comme ça, là où la densité est moins forte. Par rapport au changement climatique, à ce qui se dessine, le désastre climatique plutôt, etc., mais les températures très fortes qui vont arriver. Repenser le bâti réellement. Tu vois, là, on a des bâtiments qui tombent en cacahuètes partout. Plutôt que de faire des gros trucs qui sont exposés au soleil plein sud, repenser à la végétalisation, des choses comme ça, voilà. Mais tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est systémique, évidemment, parce que repenser une école, c'est repenser dans un nouveau réseau urbain, donc c'est repenser dans une nouvelle démocratie. Et puis l'échelle. Alors, c'est un peu vertigineux, quoi, hein, mais il y a des problèmes d'échelle aussi, hein, bien sûr. Tout ça, c'est un peu vertigineux, mais il faut pas faire d'économie de ça. Je pense qu'on n'y arrivera pas les gestes individuels, ils sont importants, c'est-à-dire dans sa vie quotidienne. Se rappeler aussi, et puis dans ses gestes professionnels, le prof, se rappeler soi-même et montrer aux élèves qu'il y a des choses qu'on peut faire sans numérique. Voilà. Rappeler que l'humain, il est nécessaire. Par exemple, tout ce discours, notamment, ils sont assez cyniques pour s'appuyer sur les élèves porteurs de handicap. Voilà. Rappeler que ce qui est le plus bénéfique pour un élève porteur ou une élève porteuse de handicap, c'est d'avoir un être humain qui est là, d'un côté, qui a un vrai accompagnant en fait. Parce que là, il y a une véritable interaction, il se passe des choses. Là, on est ensemble, il s'est passé des choses entre nous qui ne seraient pas passées à distance, c'était pas possible. Y compris des choses qu'on mesure mal, mais qui sont de l'ordre presque de l'indicible, hein, toute cette communication non verbale, etc. Ça, voilà, un ordinateur ne pourra jamais le remplacer. Et d'ailleurs, si c'était possible, il faudrait pas qu'il le fasse, quoi. Parce que c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est complètement subverti par les machines, quoi. L'humain a été détruit, donc il ne faut pas que les humains soient remplacés par des machines. Et ça, le rappeler sans cesse et lutter pour ça. Et c'est pour ça que nous, quand on lutte, notamment au niveau syndical, pour des postes, c'est aussi la lutte pour l'humain, c'est aussi la lutte contre cette numérisation forcenée et avec toutes les conséquences écologiques, managériales, politiques, etc., dont on a pu parler avant, quoi. Moi, je pense que ce qu'il faut arriver à retrouver aussi, c'est l'idée qu'on a le droit de prendre son temps. Qu'on a le droit de prendre son temps pour apprendre, qu'on a le droit de prendre son temps pour travailler, et ça va du point de vue de l'élève, du point de vue du prof en fait, qu'il faut arrêter de se mettre et de mettre la pression pour aller vite,
et du coup de se dire qu'on utilise le numérique parce que ça va plus vite avec le numérique et donc c'est mieux parce que l'objectif est d'aller vite, que parfois il vaut mieux faire un dessin à la main un peu brouillon qui a pris un peu plus de temps mais qu'on va mémoriser, qui va nous faire mieux comprendre les choses que d'avoir absolument voulu faire un truc bien léché sur l'ordinateur et où, au final c'est peut-être plus joli mais ça nous a pas fait mieux comprendre les choses. Prendre le temps, ça peut vouloir dire aussi, par exemple, quand on nous annonce du jour au lendemain qu'on va passer d'une école en présence à une école à distance, si on n'est pas prêt, on prend quelques jours pour être prêt, quoi, plutôt que de se précipiter et de faire n'importe quoi. Prendre le temps de faire les choses, ça peut vouloir dire si les élèves ils ont pas pendant 1 ou 2 jours ils ont pas des activités que leurs profs leur ont envoyées parce que les profs sont en train de les préparer les activités, c'est pas très grave quoi. Enfin voilà, ils ont 1 ou 2 jours où ils font autre chose, ils glandent, ils glandent, c'est des enfants, c'est des jeunes, ils glandent, tant mieux pour eux quoi. Et tout ça pour que les profs ils aient préparé des trucs un peu plus intelligents, un peu plus adaptés, un peu mieux pensés plutôt que d'être toujours dans la précipitation, la course à la productivité. Et ça vaut du point de vue des professionnels que nous sommes, comme du point de vue des élèves, parce que aussi bien des élèves que des étudiants et des étudiantes, on attend une forme de productivisme de leur part qui est détestable, quoi. Dans quelle société on les fait grandir si on n'a aucune tolérance par rapport à la défaillance technique, par rapport au fait qu'ils aient pu oublier de faire tel ou tel examen. Les délais sont passés, tant pis pour toi. Enfin voilà, t'avais 24 heures pour le faire, débrouille-toi. Enfin je sais pas, moi c'est pas... Moi je déteste quand mon employeur fait ça, qui me demande des trucs des jours pour le lendemain et que c'est pas comme ça que je veux éduquer les gamins non plus, quoi. Si moi je déteste qu'on me fasse ça en tant que salarié, je veux pas faire subir ça à mes élèves, quoi. Enfin, c'est pas possible. Après, on va nous expliquer, oui, mais il faut les préparer au monde du travail, il faut leur apprendre à être à l'heure, à respecter les délais et tout ça. Mais justement, moi, si je veux les préparer au monde du travail, c'est pas ça que je veux comme monde du travail pour eux, quoi. C'est pas ce monde-là que je veux. C'est pas, ce monde du travail-là, je veux qu'ils sachent qu'il existe, parce qu'effectivement, je veux pas leur mentir. Mais moi, je veux pas les formater à ça. C'est pas mon boulot. Enfin, ça me révulse, quoi. Vraiment, là, on est en train de leur apprendre à être productifs, à répondre à la commande, à être infaillible aussi. Être infaillible et puis là. Voilà, parce qu'il faut toujours qu'ils se débrouillent pour que ça marche, même si ça marche pas. Enfin, ce qu'on nous fait à nous. Et qui nous fait souffrir au travail, on reporte ça sur les élèves. Enfin, je dis c'est une généralité, tout le monde fait pas ça, heureusement, mais il y a une cascade de domination comme ça, où nous on a une hiérarchie sur le dos qui nous fait subir un certain rythme de travail et une exigence de productivité, et nous on répercute ça en partie sur nos élèves, et c'est pas tolérable, quoi. Enfin, franchement, voilà. Donc déjà réapprendre comme disait, moi j'aime bien cette citation là de GB dans l'an 01, qui est un grand film, puis grande réflexion écolo sur un mode de vie alternatif à la société capitaliste. Ça date, je sais plus quand ça date exactement, l'an 01, les années 70, mais je sais plus la date exacte. Ouais, peu après 68. Et le début du film, c'était on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Voilà, c'est stop. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et puis Traeger, il emploie cette expression à la fin de son livre sur l'utopie déchue. Là, il dit il faut maintenant, il faut arrêter la machine, quoi. Il y a que ça comme solution. Et puis voir ce qu'on peut faire sans le numérique, en fait. Il faut arrêter la machine. Il faut que la machine redevienne ce qu'elle aurait toujours dû être, c'est-à-dire un outil. Et c'est Marx qui le disait, dans son atelier, l'artisan, il a à sa disposition des outils. Il utilise des instruments. Alors que dans l'usine, c'est la machine qui utilise des ouvriers. Voilà, on est globalement tous, dans nos professions, mais même dans nos vies individuelles, devenus finalement des
des outils de ces machines. Et ben, il faut réinverser les choses. Voilà. Et arrêter la machine, ça veut dire ça aussi, moi je le comprends aussi comme ça. Quoi. Arrêter la machine en tant que machine, c'est-à-dire que ce gros bidule qui nous domine. Comme prédateur, en fait. Voilà, comme prédateur, exactement. Là. Ce que d'autres ont appelé des méga machines ou des trucs comme ça, mais ben voilà, ça doit redevenir des outils si c'est possible. Et si ça ne peut pas redevenir des outils, ben, il faut décider de s'en passer très sérieusement. Très bien. Est-ce que vous avez un petit passage de littérature à lire? Ouais, moi, tu vois, là, pour le coup, le numérique, c'est pratique. J'avais un énorme bouquin comme ça, donc du coup, j'ai photographié avec mon téléphone les 2 pages. J'ai un peu honte. Que je pourrais lire. Tu ne l'as pas, toi? T'as honte de moi parce que j'ai pris mon téléphone? Alors moi, c'est un passage de l'autobiographie d'Emma Goldman. Je crois que c'est Une vie ou Ma vie, je sais plus quel est le titre exact. Une anarchiste. C'est pas Trotsky, ça, non? Une anarchiste qui a vécu aux États-Unis, mais qui était d'origine russe, mais elle a eu une vie longue et passionnante. Et c'est un passage de son autobiographie qui est relativement connu en fait. Sur la question de quelle attitude on doit avoir quand on est une révolutionnaire. Donc voilà, ma mission était de convaincre les filles travaillant dans la filière de se joindre à la grève. Pour y arriver, on avait organisé des meetings, des concerts, des petites fêtes, des bals. Lors de tels événements, il était relativement facile de persuader les jeunes ouvrières de la nécessité de faire cause commune avec leurs frères en grève. Je devais intervenir souvent et je me sentais chaque fois plus à l'aise à la tribune. Ma confiance dans le bien fondé de la grève m'aida à donner plus de force dramatique à mes discours et à parler avec conviction. Grâce à mes efforts, en quelques semaines, des dizaines de filles rejoignirent les rangs des grévistes. Je recommençais à vivre. Au bal, je me montrais l'une des plus gaies et des plus infatigables. Un soir, un garçon, cousin de Sacha, me prit à part. L'air grave, comme s'il s'apprêtait à annoncer la mort d'un proche camarade, il me chuchota qu'il ne seyait pas à une agitatrice de danser. Et certainement pas avec un tel abandon irresponsable. C'était un comportement indigne pour quelqu'un qui devenait une figure du mouvement anarchiste. Ma frivolité ne pouvait que nuire à la cause. L'ingérence effrontée de ce garçon me mit en colère. Je lui conseillai de se mêler de ses affaires. J'en avais assez qu'on m'envoie toujours la cause à la figure. Pour moi, une cause qui représentait un bel idéal, l'anarchisme, la libération et la délivrance de toutes les conventions et de tous les préjugés, ne devait pas revendiquer le rejet de la vie et de la joie. J'affirmais que notre cause ne pouvait prétendre que je prenne le voile et qu'il ne fallait pas convertir le mouvement en cloître. S'il en était ainsi, je n'en voulais pas. Je veux la liberté, le droit pour chacun de s'exprimer, le droit pour tous de jouir des belles choses. C'était ce que l'anarchisme signifiait pour moi et ce que je voulais vivre envers et contre tout. Le monde entier, les prisons, les persécutions. Oui, même si mes camarades les plus proches devaient le condamner, j'allais vivre mon bel idéal. Voilà, j'aime beaucoup ce passage. Merci beaucoup. Alors moi j'ai un peu hésité, c'est piège ces questions, parce que du coup quand tu m'as dit ça, j'ai regardé ma bibliothèque et j'ai passé un temps considérable à dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire. J'avais pensé à un poème d'Henri Michaud, et puis au début j'ai pensé à Gunther Anders, voilà, un penseur de la catastrophe. Je me suis dit, ça va mettre une sale ambiance, quoi. En plus, ça à la fin, en plus, je suis le dernier à parler, quoi. C'est pas calculé pour le coup, bon. Bref, je me suis dit, non, allez, un poème d'Henri Michaud, c'est un truc un peu, on sent qu'il fumait de l'opium, quand même, hein. Et puis, non, finalement, je suis retombé sur Gunther Anders, parce que j'ai trouvé un passage positif chez Gunther Anders. Parce que ça existe. En pourtant, le bouquin, il laisse pas imaginer ça, donc c'est un entretien de 1977 et ça s'appelle « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?» Donc déjà le titre, voilà. Alors c'est une sorte de biographie, en fait il revient sur son parcours intellectuel, sa biographie même, depuis qu'il est parti d'Allemagne en 1933. Et donc il revient sur ses engagements antinucléaires, contre la guerre du Vietnam, etc. Et à la fin, le journaliste lui dit « Mais c'est la dernière question en fait. » Donc la personne qui est là, je ne sais même plus si c'est un journaliste mais qui lui pose la question, lui dit « Vous avez un jour énoncé ce commandement, inquiète ton voisin comme toi-même. »
Et c'est vrai que c'est ce qu'a fait Anders super bien, il inquiète tout le monde, quoi, hein. C'est-à-dire que vous le lisez, vous n'allez pas très très bien, parce que vous dites que c'est vraiment foutu, quoi. Alors il le dit dès 56, aujourd'hui c'est peut-être encore plus vrai, hein, en termes écologiques notamment. Bon, tout ça, ça donne un peu envie de chialer, et donc à la fin, la personne qui interroge dit si face à l'échec de votre cri, le désespoir nous saisit, de quoi se nourrit alors l'espoir? Et où trouver la consolation et le courage pour continuer? Donc ça, c'est la question. Et donc, réponse de... C'est chiant, je l'ai bu. Réponse de Anders. Le courage, je ne sais rien du courage. Il est à peine nécessaire à mon action. La consolation, je n'en ai pas encore eu besoin. L'espoir, je ne peux vous répondre qu'une chose. Par principe, je ne connais pas. Mon principe est, s'il existe la moindre chance, aussi infime soit-elle, de pouvoir contribuer à quelque chose en intervenant dans cette situation épouvantable dans laquelle nous sommes unis, alors il faut le faire. Donc voyez, une chance aussi infime soit-elle. Bon, bah c'est bien ça l'idée, hein. On est dans la merde, mais peut-être qu'en participant à un bouquin comme ça, ou à cette vidéo avec vous, avec Kawa, bon, peut-être ça va participer, contribuer à nous sortir de la mouise, hein, on sait jamais. Donc voilà, je trouve que c'était une citation sympa, parce qu'il faut les trouver, les citations positives chez Gunther Anders quand même, faut aller les chercher. Bah, merci beaucoup en tout cas, Christophe et Amélie. Merci à vous. Merci à vous.